Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis comme chaque vendredi heureux de vous retrouver. Alors on aborde aujourd'hui le 48e épisode du podcast À côté de mes pompes. Eh bien ça y est, le beau temps semble vouloir s'installer dans nos différentes régions, du moins les chaleurs, parce que les orages sont quand même bien présents. Alors pour tout vous dire, je supporte difficilement cette montée des températures et sur le week-end précédent, j'étais vraiment en petite forme dimanche, je devais faire une sortie test d'une heure que j'ai repoussée à lundi. L'ayant effectué en fin de matinée, avec la chaleur, j'ai fait le popcorn au bout de 20 minutes, complètement rincé avec cette chaleur montante. Alors, on ne m'y reprendra plus et j'aurais mieux fait de suivre les conseils que je vous donnais dans l'épisode numéro 1, il y a bientôt 1 an. Alors, de votre côté, je ne sais pas comment vous abordez cette période estivale. Est-ce que votre moral est bon ? Peut-être que des courses seront au programme de votre été. Et puis, à quelle heure réalisez-vous votre entraînement ? Moi, je suis plutôt matinal et c'est ce que je vais me borner à faire sur les semaines à venir pour éviter justement ces pics de chaleur. Alors, venez échanger, discuter sur les réseaux via la page Facebook et Instagram consacrée au podcast. Et puis, lors de vos sorties, de vos entraînements, si vous écoutez le podcast, n'hésitez pas à m'identifier et je repartagerai vos contenus une fois publiés sur les réseaux. Alors dans l'épisode du jour, je reçois un coureur aux multiples casquettes. D'ailleurs, il les porte très très bien. En la personne de Xavier Téchenet. Xavier est kiné de profession, spécialiste de l'approche musculo-squelettique. Donc tout ce qui touche aux articulations, aux douleurs tendineuses, c'est son domaine. Implanté entre Toulouse et Tarbes, c'est un amoureux de sa région et des paysages pyrénéens. Alors il est un peu touche-à-tout côté sport, mais durant sa jeunesse. Sa découverte de la course à pied, elle, s'est faite un petit peu plus tardivement. Mais ce fut pour lui une révélation. En reprenant ses propos, il a eu la chance de rencontrer son sport. En quelques années, il s'est vraiment pris de passion pour le trail, allant jusqu'à boucler la Diagonale des Fous. De par sa connaissance du corps et de cette passion pour la course à pied, Xavier s'est naturellement intéressé à la Clinique du Coureur, qui est un organisme de formation pour les professionnels de santé fondé par Blaise Dubois. Après avoir suivi quelques cours, Xavier en est même devenu, depuis 2016, un des formateurs. Il arrive ainsi à concilier son métier, sa passion, au service des coureurs pour les accompagner et réaliser un travail de prévention des blessures. Au-delà, évidemment, de mon invité qu'est Xavier, je le remercie infiniment, je tenais à mettre en valeur sa personnalité qui respire la sérénité et la joie de vivre. J'ai une fois de plus beaucoup appris lors de cette interview et je vous souhaite à toutes et à tous une belle écoute. Bonjour Xavier, merci d'être l'invité du podcast et je remercie tout d'abord Fabrice Kuhn qui nous a mis en relation tous les deux. Alors on va parler kiné, de ton expérience également de la course à pied parce que tu es un trailer et un trailer d'ultra, mais également une facette un petit peu particulière puisque tu es également enseignant au sein de la Clinique du Coureur. Alors je vais te laisser te présenter façon état civil et puis on verra après comment tu es arrivé jusqu'au sport et jusqu'à ces grandes épopées en trail. Mais bonjour Sébastien, merci beaucoup pour l'invitation. Je remercie Fabrice qui nous a effectivement mis en contact. J'ai la chance de faire partie, je pense, de ses amis et je vous recommande vivement l'écoute de son podcast que j'ai beau être son ami depuis des années, avoir lu tous ses livres, j'ai toujours autant de plaisir à apprendre à son contact. Il est, je trouve, absolument incroyable. Moi, je m'appelle Xavier Téchenet, j'ai 39 ans, je passe la quarantaine là dans quelques mois avec beaucoup d'entrain et beaucoup de chance d'être en santé. Et ce qui me permet, en plus de mon métier de kiné, de pouvoir courir, comme tu l'as dit. J'ai la chance d'avoir un corps qui me permet de me déplacer à plat et en montagne, sans grande performance, mais par contre avec énormément de plaisir. Et j'habite au pied des Pyrénées, dans la campagne, entre Toulouse et Tarbes, pour faire simple, et avec les premiers 2000 mètres d'altitude qui sont à une vingtaine de kilomètres de la maison. Et j'ai réalisé un petit rêve d'enfant en ayant une petite maison à la montagne au
fin fond de l'Ariège. Je suis papa de 2 enfants, Margot et Aubin, qui ont bientôt 11 ans et 13 ans à la fin de l'année pour les deux, qui sont sportifs aussi, un peu victimes du Covid là, avec une diminution de la pratique sportive. C'est un sacré souci. J'espère qu'on aura le temps de reparler de l'intérêt de l'activité sportive pour tout le monde et surtout pour les loulous. Et voilà, actuellement en couple et en plein questionnement sur l'avenir, le futur, que ce soit au niveau course à pied, avec l'absence de course, comme au niveau pro, avec plein de projets qui se profilent. Alors, ton activité principale reste quand même celle de kiné. Comment tu es arrivé jusqu'à ce métier? Est-ce que tout jeune, le petit Xavier sur les bancs de l'école était déjà intéressé par ce métier de kiné? Alors, figure-toi que kiné, c'est pas un accident de parcours, mais j'ai, après le bac, pris l'option fac de bio, où je suis allé jusqu'en licence, puis je me suis un peu perdu, ne sachant pas trop quoi faire. Et arrivant en licence, la seule option qui s'orientait vers les options que j'avais choisies dans cette fac de bio, c'était de faire prof. Et je me voyais pas du tout enseigner à l'époque. Donc, j'ai pris une année sabbatique. Je suis parti faire perchman, attendre les perches et regarder les Parisiens et les Bordelais tomber dans les Alpes. C'était un peu le sketch récurrent de la journée, compter le nombre de personnes qui tombaient au télésiège. Et puis là-bas, sans trop savoir pourquoi ni comment, le métier de kiné m'est apparu suite à plusieurs rencontres de belles personnes. Et j'ai pris l'option de faire prépa kiné en n'ayant aucune conscience de à quoi servait réellement un kiné, vu que je n'avais pas du tout été sportif étant enfant. Donc j'ai pris ce métier-là un peu comme une non-vocation, mais qu'il est devenu par la suite en tombant amoureux de ce métier finalement au fil du temps en pratiquant. Alors, quel a été ton parcours en termes de kiné? Parce qu'il y a, je pense, différentes écoles et puis on se forme au fur et à mesure de sa pratique. Quelles ont été tes premières expériences, tes premières découvertes dans ce métier de kiné? Tu le disais, hein, tu n'étais pas sportif, donc qu'est-ce qui t'a surpris dans ces études de kiné? Ce que je trouve incroyable dans ce métier, c'est la possibilité finalement de se spécialiser dans à peu près n'importe quel domaine. J'ai des amis qui sont spécialisés dans les problèmes de vertige et ce sont des vrais spécialistes reconnus dans notre coin là où ils ne font que ça à longueur de journée. Les médecins leur réfèrent des patients. On peut aller vers la rééducation neurologique. J'ai eu des confrères au cabinet qui étaient d'une compétence mais absolument incroyable, des confrères espagnols qui étaient bluffants d'efficacité. J'ai découvert aussi qu'on pouvait vraiment aider les gens en réanimation. On a un vrai rôle avec des vraies améliorations chez les gens. Il y a toute cette panoplie en gériatrie. Je pense que c'est un peu le parent pauvre de la kiné. Ça me fait mal au cœur. Je pense que nos aînés ont le droit d'avoir une bonne prise en charge et autre chose que ce qu'on appelle du pouce mémé où simplement on met la main dans le dos et on dit vulgairement à mamie qu'on va aller marcher. Je pense qu'il y a plein d'autres choses à leur faire à ces personnes âgées, à ces seniors. Et puis, moi, ma branche qui m'est tombée un petit peu dessus, mais qui finalement m'a le plus plu dans ma pratique quotidienne, c'est ce qu'on appelle l'approche musculo-squelettique, tout ce qui est pathologie de dos et globalement des articulations, tout ce qui est en lien avec les douleurs rachidiennes, les douleurs tendineuses, musculaires, les os, etc., etc. Sans trop savoir pourquoi, je me suis vraiment orienté là-dedans et finalement avec beaucoup de plaisir parce que c'est un vrai défi au quotidien. L'école que j'ai faite, c'était une école à Strasbourg où la transmission des connaissances était énormément basée sur l'empirisme. Il y avait vraiment un côté très le maître a dit, donc le maître a dit il fallait absolument appliquer ce que disaient nos enseignants sans qu'il y ait de niveau de preuve. Et à la sortie de l'école, c'est là où j'ai fait étudier la première rencontre avec un monsieur qui s'appelle Gabor Sagi, enfin je dis monsieur, qui est un kiné ostéopathe à Toulouse, à Blagnac, qui est le premier qui a ramené en France ce qu'on appelle la méthode Mackenzie, qui est maintenant quelque chose d'extrêmement bien soutenu scientifiquement et validé pour la prise en charge du dos. Et je me plais à dire que sans ce monsieur-là, sans Gabor, je serais certainement plus kiné aujourd'hui parce que peut-être que j'aurais une pratique un peu trop basée sur un peu de massage, poser 3 électrodes et mettre des packs de chaud, ce qui est clairement pas le plus recommandé pour les problèmes de dos. Et ensuite,
m'étant mis un tout petit peu au sport avec le temps. Suite à une petite couvade, j'avais pris une bonne 25-30 kilos. J'ai réussi à culminer à mes 117 kilos, bien grassouille après la première grossesse de la maman de mes enfants. Et voilà, je me suis mis à courir et puis voilà. Comment dire, voilà, découvert du milieu du sport d'un point de vue perso, et j'ai voulu du coup me spécialiser dans le sport, mais d'abord pour moi, pour essayer de pas me blesser et peut-être être un petit peu plus performant et avec mes patients, et puis très égoïstement pour moi. Aujourd'hui, dans ton cabinet, tu reçois combien de sportifs? En termes de pourcentage, les sportifs viennent te voir, ça représente combien de pourcents dans ta clientèle, dans ta patientèle? Alors, dans ma patientèle, on pourrait dire clientèle, on pourrait avoir un débat là-dessus. Dans ma patientèle, je dois avoir, je dirais, 30% de patients qui sont vraiment sportifs. Je dois avoir 40% de gens qui ont des pathologies persistantes au niveau du dos, donc des gens qui sont en chronicité au niveau du dos et que je me plais énormément à faire bouger. Et les 30 autres pourcents restants, on va dire, c'est on va dire des patients qui soit je bilante et je réoriente vers mes collègues au cabinet, ou des patients que je vais suivre avec plaisir pour d'autres raisons. Je me cantonne pas qu'à une patientèle de sportifs, déjà parce que je suis en milieu très rural et que c'est compliqué d'avoir un cabinet où il n'y a que des sportifs. Et puis j'aime à garder ce côté un petit peu, comment on pourrait dire, d'exception, d'avoir le sportif et de vraiment l'amener au bout de sa rééducation, de sa réathlétisation. Voilà, j'aime à ce que tout le monde ait la possibilité d'avoir un bon traitement actif et une bonne prise en charge au cabinet, qu'il soit sportif ou non, mais on a comment dire, la vocation et la prétention au cabinet d'essayer de rendre quasiment tous les gens actifs, qu'ils aient 5 ans ou qu'ils aient 80 ans. Et donc, ce contact avec les patients, avec les personnes qui viennent te voir, ça, c'est quelque chose qui t'anime et tu as envie justement de connaître les personnes, de les accompagner, hein, tu l'as dit, jusqu'en sortie de rééducation, en réathlétisation. Le contact à l'autre, c'est ce qui te fait vibrer. Mais c'est clairement si, enfin, j'espère que pour l'ensemble des confrères, c'est à peu près la même chose. On a cette chance, comparé aux spécialistes en médecine ou comparé aux généralistes, de voir les gens quand même sur un bout de leur vie. On est généralement là quand ça va pas pour eux, même si très clairement on est rarement là pour leur sauver la vie, sauf comme tout à l'heure on en parlait en réanimation. Mais on est là pour on va dire le petit plus, quelqu'un qui a mal, que ce soit un sportif ou que ce soit Madame Michu, comme on pourrait dire, c'est une catastrophe dans la vie de tous les jours, ça pourrit la vie, et on a cette chance-là d'avoir un contact privilégié avec eux, qui est répété dans le temps. Ça peut aller de quelques séances pour certains, mais plusieurs mois pour des pathologies chroniques, des maladies neurologiques. Pour certains, ça peut être des années. Ça devient pas des amis, ou d'une manière extrêmement rare, mais c'est vraiment des gens qu'on aime avoir, je pense, et qu'on aime accompagner. J'ai vraiment un enrichissement personnel qui est incroyable, des histoires de vie. Puis les gens ont toujours quelque chose. Nous, on est là pour leur transmettre un peu de trucs, mais on apprend toujours des gens, même des gens parfois un peu, on va dire un peu plus pénibles au quotidien, on peut dire. Je pense qu'on en voit tous. Ça représente combien de temps, ton amplitude horaire au cabinet? Parce qu'on va voir que tu as d'autres activités en parallèle. Et tu me le disais en off, tu as de multiples agendas à gérer. Alors, ta présence au cabinet, en termes d'horaire, ça représente sur un volume, on va dire, normal, combien d'heures? Ah, je travaillais beaucoup moins qu'à une époque au cabinet, justement parce que je me suis diversifié. Je pense qu'actuellement, je dois être je suis à moins de 40 heures par semaine. Je pense que je suis entre 35 et 40 heures. J'ai une double activité au cabinet qui est domicile. Je me déplace beaucoup à domicile. J'adore ça. Le coin par chez nous est super beau. Il y a vu, dès qu'il n'y a pas trop de nuages, on a vu sur les Pyrénées toute la chaîne ariégeoise. Donc, je vois le pic du Midi de Bigorre de mes domiciles. Donc, je serais bête de me priver de ça. Et puis après, j'ai, ouais, je pense aller entre 35 et 40 heures maximum par semaine cumulées entre domicile et cabinet, bien moins qu'à une époque où je faisais mes 60 heures comme tout kiné qu'il a fait un jour dans sa vie, je pense. Maintenant, je travaille sur, on va dire, 3 grosses journées et demie par semaine, justement parce que j'ai développé les cours à la clinique du coureur. On va y revenir après, où je suis enseignant. Donc ça me prend du temps de préparation de ces cours-là, d'organisation de cours. Là, j'ai eu la chance de pouvoir organiser des cours en Outre-mer, et j'y retourne. Là, on ouvre des cours pour cet été en Guadeloupe et en Martinique. J'ai aussi une casquette de coach
que j'avais bien développé à une époque, que j'ai calmé pour des raisons perso, que j'ai reprise il y a pas longtemps avec quelques athlètes que je suis, j'accompagne. Donc c'est aussi du temps. Ça que je fais en hors cabinet, hein, c'est sur mon temps, on va dire libre, même bien que ce soit un temps de travail. Mais ça c'est une autre casquette et un vrai plaisir que d'accompagner des coureurs de tout niveau à leurs objectifs ou simplement à les aider à développer de la VMA, développer de la puissance ou les accompagner un peu dans leur info. Et j'ai aussi avec une consoeur que je salue, Anne-Hélène. En fait, elle a développé un réseau qui s'appelle le réseau PEPS. Donc c'est un label PEPS pour personnel en pleine santé et on fait de la prévention en entreprise de manière individuelle. Donc on n'apprend pas aux gens à soulever des poids. Par contre, on essaie de les éduquer pour qu'ils soient capables d'écouter les petits signaux parfois qu'envoie le corps, surtout actuellement télétravail, qui est bien compliqué pour la plupart des salariés, mais justement pour les amener à être le plus autonome possible et ne pas avoir à tomber dans la chronicité ou devoir à consulter pour tout ça. Alors justement, les motifs de consultation. Tu disais tout à l'heure, les gens viennent me voir bien souvent quand ça va mal. Est-ce que c'est vraiment le cas? Alors si on prend le volet coureur, sujet du podcast, est-ce que les coureurs viennent vraiment quand ils sont blessés et tu es le sauveur? Ou est-ce qu'on peut peut-être anticiper et s'il y a un petit signe justement avant-coureur, venir consulter son kiné? Alors ça c'est une super question. En fait, il y a quelques années, je dirais, jusqu'à il y a encore 3 ans, j'avais eu pour mission et pour envie, puis surtout pour développer mon expertise. Hein, il y avait un petit côté égoïste là-dedans d'aller analyser tous les coureurs du club de trail dans lequel j'étais, puis dans lequel je suis toujours, les irréductibles bipèdes à Cazères-sur-Garonne. Et donc je pense qu'il y a une 150 coureurs qui ont dû passer sur mon tapis à peu près en cumulé en analyse chez des gens non blessés. Justement, le but, c'était de les voir avant. Et est-ce qu'il y avait certains conseils qu'on pouvait dégager pour peut-être aller vers une diminution de ce risque de blessure, que ce soit par la biomécanique de course, que ce soit par la cadence de pas, que ce soit peut-être par le chaussage, ou simplement par le volume d'entraînement qui était peut-être inapproprié. C'est un peu le danger du club. Des fois, que de vouloir suivre un rythme qui n'est pas le sien, que ce soit en sortie longue, que ce soit en fractionné, ou c'est toujours embêtant d'être dans les derniers, donc les gens forcent, peut-être que les gens se blessent. Actuellement, j'ai beaucoup moins le temps de faire ce côté préventif, donc je garde encore quelques créneaux par semaine pour ça, mais je prends quand même beaucoup plus de plaisir à être là pour le coureur qui est blessé et qui lui a une vraie urgence, quoi. C'est qu'un coureur qui ne peut pas courir, c'est un coureur qui est triste. Et il y a rien de plus catastrophique. Tu en conviendras quand t'es coureur, que tu peux pas courir parce que t'as un tendon qui fume, parce que t'as un genou qui couine, parce que t'as mal depuis des semaines. Souvent des conflits à la maison quand tu peux pas courir. Il faut y aller, quoi, parce que sinon tu le vis nettement moins bien. Oui, j'ai un peu tendance à être comme ça. S'il y a un petit bobo, à être exécrable, et mon épouse Céline me dit, mais va donc courir, ça ira mieux après. Donc limite elle te fait tes lacets, ouais. Voilà. Donc limite elle met les chaussures devant la porte et allons-y. Mais moi je serais plus de cette tendance-là. Dès qu'il y a un petit signe, d'aller voir soit un ostéo, soit un kiné. Mais parfois le parcours de soins dans notre cher pays, c'est un petit peu compliqué. Si je vais voir mon médecin généraliste et lui demander des séances de kiné, il va pas forcément adhérer. Est-ce qu'on peut librement venir voir son kiné pour un simple conseil avant d'entamer un traitement de fond, je dirais? Alors très clairement, dans les les kinés sont habilités à faire de la prévention. Donc c'est dans notre décret de compétences, on est habilité à faire ça. Après, je vais évidemment prêcher pour ma paroisse et je vais conseiller à n'importe quel coureur d'aller voir un professionnel qui soit ostéopathe, qui soit kiné, qui soit podologue, qui soit médecin, des gens qui soient formés, je vais dire par la clinique du coureur ou par d'autres formations formées à la course à pied. Je pense que quelqu'un qui a suivi un cursus sur les préventions et traitements des blessures en course à pied, théoriquement, doit être meilleur que quelqu'un qui n'a fait aucune formation. Évidemment, je suis un plus qu'un fervent partisan des recommandations de la clinique du coureur. Donc, sur le site internet de la clinique du coureur, on peut trouver tous les praticiens qui ont été formés et clairement se rapprocher de gens, voilà, qui savent de quoi ils parlent par rapport à ça. Les gens peuvent venir, que ce soit en préventif ou que ce soit dès l'apparition des bobos. Très souvent, on est surpris. En fait, c'est énormément de fois, en fait, les gens passent la porte du cabinet. En fait, leur problème, c'est plus un problème, une erreur d'entraînement. Ils ont fait trop vite, trop fort, trop tôt. Ils n'ont juste pas écouté les signaux de leur corps, ou alors ils ont couru en étant fatigués.
Et puis, on peut partir à la recherche de 50 000 possibilités, que ce soit les chaussures, que ce soit la façon de courir, que ce soit un genou soi-disant pas aligné ou un bassin qui est pas complètement droit. Et en fait, quand on creuse, et on a un bel outil aujourd'hui qui s'appelle Strava. Et Strava, c'est un peu le cafeteur qu'il y avait dans la classe en CM1 ou en CM2 qui racontait tout à tout le monde. Strava, si quelqu'un suit bien, il triche pas. Donc, il te dit ce qu'a fait la personne et souvent, on voit des grosses erreurs. Et on aime à dire que 80% des coureurs se blessent à cause de leurs erreurs d'entraînement. Et voilà, je pense qu'une grosse partie du boulot vient de là. Les gens peuvent spontanément aller voir un professionnel et il y a largement de quoi les aider, même sans passer par le médecin. Mais pour la partie kiné, par contre, s'ils veulent être remboursés, il faut passer par la case ordonnance du doc. Et qu'est-ce que tu vois comme blessures récurrentes? Des tendinites, des entorses, mal au genou, sous diverses façons, mais qu'est-ce qui ressort? Est-ce que ça fait mal au dos? Toi qui es spécialiste dans les troubles musculo-squelettiques, est-ce que courir accentue le mal de dos? Ah, Ou génial. l'usure du squelette, plus généralement? Ah, alors, aujourd'hui, dans la littérature scientifique, il n'y a absolument rien qui pourrait soutenir cette croyance populaire que la course à pied, ça tasse. Comme on dit, que ça fait mal au dos ou autre. Juste une anecdote en passant, ce matin, monsieur, un ancien policier à la retraite, monsieur génial, terrorisé à l'idée de reprendre la course à pied. Ça fait, je crois qu'il m'a dit, j'ai plus souvenir si ça fait 7 ans ou 11 ans qu'il ne court plus. Ce matin, c'était sa première reprise de footing sur le tapis. Il a fait, c'était un peu gourmand, 7 fois, 1 minute, il a trottiné à 8 à l'heure, 1 minute, il a marché à 4 km/h 7 fois. Et j'aurais dû filmer sa tête, mais on n'a pas le droit d'un point de vue des réglementations là, des protections des données. Le sourire de ce gars qui a 65 ans, qui a pas couru depuis plusieurs années, juste en ayant trottiné. Un bonheur absolu. Et c'est un monsieur qui vient pour un problème de dos. Et je lui dis que le meilleur médicament pour son dos était certainement la course à pied. Aujourd'hui, on a même des études qui montrent que les coureurs ont des dos avec des disques, donc qui sont un petit peu les amortisseurs qui entre les corps vertébraux, entre les corps des vertèbres. Ces disques-là, en fait, au contraire, chez les coureurs, auraient tendance à être plus épais chez les coureurs qui courent au-delà de 40 km par rapport à ceux qui courent un peu moins, et en tout cas des disques beaucoup plus épais que les sédentaires absolus. Alors, c'est des études qui ne montrent pas dans le temps si les disques se sont épaissis, mais à un instant donné, les coureurs ont des disques plus épais que les sédentaires. Donc, on ne peut pas dire que ça tasse. Et on sait aujourd'hui qu'une grosse partie de l'arthrose, entre guillemets, même du dos, est plutôt génétique qu'autre chose. Mais l'arthrose en elle-même ne doit pas être du tout le frein d'une pratique de la course à pied. Au contraire, en étant bête et pragmatique, ça fait 5 millions d'années qu'on est des bipèdes. On sait qu'on a commencé à chasser certainement et à sortir de la savane il y a à peu près 3-4 millions d'années. On s'est développé et on s'est démarqué du reste des mammifères en grande partie parce qu'on a des capacités d'endurance exceptionnelles. Born to Run, le bouquin en parle extrêmement bien. Plein de chercheurs comme Lieberman, Bramble, tout ça ont développé ces thèses à ce sujet. Aujourd'hui, ça fait l'unanimité totale. On est fait pour courir et c'est le meilleur médicament au monde pour le dos, c'est de courir, clairement. Et pour les gens, là tu l'évoquais tout à l'heure, qui sont en télétravail, le mouvement, ça reste quand même la meilleure des choses pour éviter ces troubles liés à une posture peut-être un peu trop assise et trop sédentaire. Ah, c'est une très bonne question, la posture, et je t'avoue que je suis très content que maintenant quand même comment dire, ces données-là, c'est des conseils qu'on peut donner, que ça soit en kiné, même j'entends quand même de plus en plus, ça me rassure beaucoup d'ostéo, être beaucoup plus rassurant là-dessus. Il n'y a pas réellement de bonne posture. C'est-à-dire qu'on a tendance à vouloir à ce que les gens ils aient un balai dans les fesses, qui se tiennent extrêmement droit, avec un regard à 30 degrés sur l'écran, avec les mains bien placées. Il y a plein de théories sur l'ergonomie en fait qui sont très jolies en photo, qui sont très jolies quand on va dans un salon de l'ergonomie et du poste de travail. En réalité, nous, on soigne pas des mannequins, on soigne pas on ne fait pas de la prévention, on va dire, chez des photos, on soigne des gens. Et puis, quand tu sais comme moi, quand tu passes, que ça soit de 2 heures au cinéma, que ce soit 1 heure derrière ton écran ou là dans le podcast, on va passer une bonne trentaine de fois à osciller à droite, à gauche, parce qu'on est inconfortable à rester immobile. Et je pique la phrase à un Canadien qui est chiropracteur et qui est physio, Greg Lehman, qui dit la meilleure posture, c'est la prochaine.
C'est qu'il faut constamment bouger. En fait, il n'y a pas vraiment de raison d'éduquer les gens à une bonne façon de se tenir. Par contre, il faut absolument leur expliquer qu'ils doivent pas rester immobiles. Et je pense, par contre, que le télétravail pose un énorme souci, c'est que les gens, ils culpabilisent d'être à la maison et pas au boulot. Il y a moins de relations sociales et donc les gens restent beaucoup plus longtemps assis. C'est-à-dire que le temps de pause avant, qui était le café, la photocopieuse ou autre, mais maintenant, c'est un coup de téléphone en plus ou WhatsApp ou ce que tu veux, Snapchat ou autre, tout en restant assis sans bouger. C'est dans les entretiens que j'ai avec les salariés, c'est le gros souci, c'est qu'ils se lèvent 10 fois moins qu'avant, quoi. Et c'est, je pense, une exagération de la sédentarité qui est catastrophique. Bien plus qu'un quelconque problème de posture, soyons pragmatiques. Et est-ce que tu as constaté dans tes patients au cabinet une augmentation de ces troubles liés à des douleurs avec cet épisode de Covid, de pandémie, des gens qui peut-être étaient sédentaires et se sont mis très rapidement à des activités sportives peut-être trop importantes justement pour leur on va dire enveloppe corporelle, et puis des personnes qui souffrent justement de ce télétravail avec du stress qui provoque peut-être des douleurs périphériques. Alors, j'ai vu passer il y a pas longtemps un papier là-dessus, grand public, hein, je sais plus si c'était le Figaro, j'en sais rien, peu importe, où justement il parlait qu'en France, il y a je sais plus combien de millions de coureurs en plus depuis le premier confinement. C'était le seul moyen d'avoir le droit de sortir, donc les gens se sont mis à courir. J'ai bien aimé les petites blagues circuler sur Facebook disant vivement le prochain confinement, qu'on reprenne la course à pied. Je pense qu'il y a des gens qui ont été de courir à la fin, mais j'en ai quand même pas mal qui se sont soit mis à l'activité, soit qui s'y sont au contraire, soit qui s'y sont remis, soit qui ont débuté une activité. Très clairement, oui, on a pas mal de bobos en lien avec ce début de sport ou cette reprise de sport. Par contre, moi, ce qui m'embête, c'est des gens qui n'avaient jamais eu de pépin de leur vie, qui déclenchent des soucis, surtout au niveau d'eau. Je parlais pour les gens qui sont en télétravail. Ça m'inquiète un peu parce que c'est des gens qui ont aucune visibilité de quand est-ce qu'ils retourneront au bureau. Je suis vraiment très embêté. J'ai pas tenu de chiffres, ça aurait été vraiment intéressant de faire ça. Faudrait voir l'incidence des arrêts de maladie pour le mal de dos avec la Sécu. Mais j'ai pas de chiffres là-dessus, mais j'ai quand même un sentiment qu'il y a pas mal de gens qui n'avaient jamais eu de problème de leur vie, qui ont commencé à déclencher des petits troubles au niveau du dos, certains au niveau du genou quand ils ont repris la course à pied. Je pense parce qu'ils ont modifié leurs habitudes, quoi. C'est quand même une catastrophe, quoi. Ces confinements et ces couvre-feux, c'est une catastrophe au niveau médical, quoi. Alors Xavier, avant de basculer sur cette casquette que tu as au niveau de la clinique du coureur, revenons un petit peu sur ton parcours de sportif, parce qu'on s'est laissé un petit peu emporter par nos échanges, ce qui est de toute façon très honorable, et c'est le but du podcast, de laisser la parole à l'invité. Tu disais t'être mis à la course à pied après une légère couvade où tu avais atteint donc un poids assez important. Est-ce que déjà étant jeune, le sport, c'était quelque chose que tu pratiquais ou absolument pas? Alors, petit, j'étais un touche-à-tout. J'ai fait du golf, du rugby, j'ai fait tous les sports qui passaient pas très loin de la maison. Je crois que j'ai jamais fini une année scolaire complète de sport. Je ne me tenais absolument à rien, au grand désespoir de mes parents, surtout de mon père qui était rugbyman. J'ai une famille de rugbyman. Alors, j'étais beaucoup trop mauvais, puis j'aimais pas les coups, donc c'était pas du tout pour moi. Je crois que je me suis jamais tenu à rien, mais toujours un goût de toucher un petit peu à tout. Je faisais beaucoup de vélo, gamin. Surtout l'été, en période de Tour de France. Je faisais beaucoup de tennis pendant Roland-Garros. Enfin, j'avais un peu ce côté, je voyais un truc à la télé, je voulais le faire, mais sans jamais m'y tenir. Et par contre, voilà, j'avais je vais dire un vice qui n'en est pas un, qui était un plaisir et qui l'est encore un peu aujourd'hui, qui était d'être un geek, avant qu'on appelle ça des geeks. Donc, j'étais un gros passionné de jeux vidéo. Je suis encore un peu aujourd'hui, avec quand même une nette diminution ces derniers mois par manque de temps, et je préfère dormir que de jouer jusqu'à 2 heures du matin. Mais petit, voilà, je touchais à tout, mais j'ai jamais été ni coureur, ni un grand sportif. J'aimais le sport, mais sans avoir les contraintes du sport. Je pense que la course à pied, pour ça, m'a plu, c'est que t'as pas d'obligation d'aller en club, t'as pas d'obligation. Dès que t'as un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure, 2 heures, tu mets tes chaussures, tu peux y aller. C'est le côté pratique, et c'est pour ça, je pense que je me suis mis à la course à pied, surtout pour la petite histoire, c'est qu'un matin, je me suis pesé. C'est ce que j'allais te demander. Quel a été le facteur déclenchant, et est-ce que tu te souviens de ta première sortie? Je me souviens le jour où je me suis mis à courir, c'était un
Ça devait être un matin. Je me rappelle juste du geste de monter sur la balance et d'avoir besoin de pousser mon ventre pour regarder les chiffres sur la balance. Là, je me suis dit, peut-être falloir faire quelque chose. Il y avait un peu plus de 3 chiffres. Et là, je me suis dit, bon, peut-être pas mal quand même de me mettre à courir. J'ai mis mes plus grosses chaussures qui traînaient dans mon placard. Ces chaussures-là avaient servi, je crois, 3-4 fois, dont mon premier semi-marathon où j'avais fait un honorable 2h38 à Strasbourg quand j'étais à l'école de kiné. J'avais fini 3e avant-dernier du semi-marathon de Strasbourg. Une catastrophe. J'avais fini les genoux complètement allumés par manque d'entraînement et je suis parti courir, je crois, une dizaine de minutes et j'avais l'impression d'avoir fait mon premier marathon. Et ça m'a tellement plu, par contre, que j'y suis retourné quasiment tous les jours à coup de 10 minutes sans avoir aucune notion du dosage. J'étais déjà kiné, j'étais déjà papa, c'était en 2008, je dirais, 2008-2009 peut-être, j'ai dû mes tout premiers footings. Et puis très rapidement, j'ai pris énormément de plaisir. J'ai vu que la balance diminuait à vue d'œil d'un point de vue poids. J'ai perdu 15 kilos quasiment en moins de 2 mois, si c'est pas 15 kilos en 2 mois et demi. Rééquilibrage alimentaire, j'ai perdu plus de 25 kilos la première année. Et là, j'ai fait mon premier marathon avec très peu d'entraînement et ça a été pendant, je crois que c'est encore d'ailleurs aujourd'hui mon meilleur chrono, parce que je n'ai pas refait depuis, en 4h06, je crois, avec les 2 derniers kilomètres, pareil, avec des genoux qui m'avaient fait un procès. C'était un peu délicat, mais je me rappelle les derniers kilomètres ont été vraiment l'enfer. Et puis beaucoup trop rapidement enchaîné sur de l'ultra, parce que j'ai découvert qu'on pouvait faire la même chose qu'à plat, mais en montagne. Et là, ça a été le doigt dans l'engrenage. Et puis après, j'ai enchaîné les courses plus ou moins longues. Et là, par contre, j'ai vraiment découvert au-delà de la perte de poids, un vrai plaisir et une activité sportive de dingue. Et c'est à ce moment-là que tu t'es rapproché d'un club ou tu as continué un petit peu ta pratique solo? Est-ce que le club est venu assez naturellement? Si j'ai pas de bêtises, le club a dû arriver en 2014. Je pense en 2014, j'avais déjà fait. Non, je crois que je suis arrivé vraiment au club à faire les entraînements et participer avec eux. Je suis quasiment sûr entre 2014 et 2015. 2015, j'ai fait le Grand Raid des Pyrénées, qui est ma course de cœur. C'est là où j'ai débuté l'ultra. C'est là où j'ai fait, je peux pas dire mes meilleurs perfs, mais où vraiment j'ai réussi au fil des ans, voilà, à mettre. Je crois qu'on a mis 16h50 pour le premier 80 km et le dernier que j'ai fait, je passe en moins de 13 heures. Donc, ouais, je suis rentré dans les 30 premiers qui, pour moi, c'était inespéré. Et tu vois qu'en fait, je vais pas dire courable partout, mais tu changes de sport. Tu passes de la randonnée active à courir, quoi. Et là, ouais, je me suis quand même dit que ce serait pas mal de me rapprocher d'un club. Puis j'avais aussi l'envie, du coup, de commencer à vraiment soigner des coureurs, les aider, les accompagner. Et j'ai essayé d'apporter ma toute petite pierre à l'édifice du club en essayant de suivre au maximum les coureurs, au moins dans leurs bobos et dans les conseils, quoi. Et ça, c'était ouais, je pense une plus-value à ma casquette de coureur et une plus-value à ma casquette de kiné. Ouais. C'était un pur plaisir. Et donc le trail, c'est venu naturellement du fait de ton environnement, on va dire, géographique, les montagnes autour de toi. Le trail, ça s'imposait plus que la route. Ouais, complètement. J'ai une montagne qui s'appelle le Cagir à une grosse demi-heure de la maison. Il y a 1300 mètres en dénivelé du monument aux morts jusqu'au sommet. Il y a 1300 mètres en 6 km, 6 km et demi, dont 2 km de faux plat. Et sur le même parcours, il y a 1 kilomètre vertical. C'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. Et ouais, clairement, j'étais vraiment pas un bon descendeur. C'est un peu moins pire depuis, mais j'ai des qualités qui sont naturellement tournées vers la montée et clairement c'est agréable de voir que je galérais à plat et puis qu'en montée j'étais pas trop mauvais. Bon, en descente je me faisais doubler par 90% du peloton, mais j'avais vraiment ce plaisir là et ouais, ça aurait quand même été dommage pour moi qui aime bien un petit peu la nature, sortir et changer de paysage, de pas profiter d'habiter dans un endroit où il y a vraiment de quoi pratiquer. Il y a des courses il y avait dans le monde d'avant des courses tous les week-ends partout, course nature, course montagne, course skyrunning, de louper ça, quoi. C'était une évidence absolue. L'impression d'avoir rencontré son sport. Je sais pas comment décrire autrement quand on me pose la question de dire que j'ai eu la chance un jour dans ma vie de rencontrer mon sport et c'était le trail. Je suis pas bon, mais en tout cas, j'y prends un plaisir de dingue. Voilà, tu pars avec le sourire, tu finis avec le sourire, même quand t'as mal partout, que t'as faim, que t'as soif. Tu arrives à justement caler ces entraînements dans ton emploi du temps de kiné. Qu'est-ce que ça t'apporte justement ces sorties trail une fois que tu as fermé la porte du cabinet? Alors
Ça, c'est vraiment chouette comme question. J'ai essayé pendant très longtemps que les entraînements prennent le moins de temps possible au temps familial parce que j'avais déjà les autres casquettes à côté de clinique du coureur, de prévention d'entreprise, d'avoir retapé la maison à la montagne. Donc, c'était compliqué de tout faire cohabiter. Donc, j'essaie de tout faire soit le matin très tôt, soit entre midi et deux, soit aux heures où il n'y avait pas les enfants à la maison. Ça, c'était pas évident. Moi, je pense surtout que ça m'a aidé assez rapidement à supporter les journées de 12-13 heures au cabinet. Du coup, tu es quand même plus résistant. Je trouve que les petits problèmes de la vie passent peut-être des fois parfois un petit peu mieux quand tu as connu des longues traversées du désert, quand tu passes 4 heures en pleine montagne de nuit, en pleine course, à te demander qu'est-ce que tu fais là, quand il y a une pluie battante, que tu te gèles les doigts, tu te gèles les pieds, que tu te demandes pourquoi tu continues à avancer, simplement parce que tu as payé un dossard ou parce que tu sais pas trop ce que tu fais là. Je trouve que ça aide bien au quotidien quand même. Je sais pas si toi tu as ce retour-là aussi, mais je trouve que ça peut rendre les petits problèmes de la vie du quotidien peut-être un petit peu plus faciles ou un peu plus tolérables, je trouve. Ça me rend peut-être un peu plus résilient, je sais pas. Alors moi, je suis un peu moins dans une région avec du relief, hein, étant à côté Ouais, je me d'Orléans, doute. donc il y a très très peu de dénivelé, voire pas du tout. Mais moi, la course à pied, oui, m'aide voilà, sur les journées que je peux faire au niveau du lycée, bon, la vie de famille également qui prend aussi une grande part dans nos emplois du temps respectifs. Ça C'est m'aide ça. voilà, à me poser et c'est un moment où voilà, je pense qu'à cet entraînement et les journées où il y a de la course, je dirais que je suis bien mieux que les journées où il n'y en a pas. Donc bon, après, je suis quand même très prudent et je ne veux pas aller dans un surentraînement. Et là, le coach David me surveille de près, mais Oui. l'entraînement permet quand même de s'évader un petit peu, comme tu le disais, hein, du quotidien et des petits soucis qu'on peut rencontrer. Donc, ça m'aide à réfléchir de mon côté, toi, de préparer par exemple un épisode de podcast, de réfléchir à différents projets. Donc, la course à pied est une bonne soupape pour moi. Mais en peu de temps finalement, 2008, première sortie, 10 minutes, une centaine de kilos sur la balance. Et 10 ans après, c'était le Grand Raid de la Réunion. Comment tu as coché cette course sur ton calendrier? Alors, le grand raid, je pense que tout coureur qui, un jour ou l'autre, a envie d'aller vers du long, vers de l'ultra, va s'orienter tôt ou tard vers la diagonale des fous. Au même titre que l'UTMB, même si l'UTMB, certains rallouient en disant que c'est quelque chose d'un peu plus commercial ou autre, ça reste une épreuve d'anthologie, je pense, à faire aussi. Je l'ai jamais faite, hein, l'UTMB. La diagonale, je sais pas, me colle plus à la peau, le côté d'aller à l'autre bout du monde, d'être sur ce gros caillou qui est incroyable. C'est une vraie envie. J'avais dû voir quelques documentaires sur ça aussi qui m'avaient fait rêver. Et puis, ouais, je sais pas, se faire tatouer sur la peau, entre guillemets. Enfin voilà quoi, j'ai fait la diag. Vraiment, c'était perso, c'était boucler la boucle. C'était vraiment d'un point de vue perso. Je pense pas qu'il y avait j'avais envie de bien faire, hein, mais c'était surtout côté perso. Un petit épisode d'ordre privé aussi qui m'a poussé encore plus à vouloir faire quelque chose de beau, c'est que on a perdu un ami sur une course qui est décédé pendant sa pratique quelques mois auparavant et ben voilà quoi, là c'était interdit d'abandonner, puis c'était voilà partir avec un petit bout de lui sur cette île-là avec le bœuf qui portait le jour où ça s'est passé, et voilà quoi, une petite il y avait double truc pour moi, très égoïstement, et puis envie de faire une petite balade avec un bout de pierre avec moi sur le Grand Raid. Et ouais, j'aime à me dire que j'aurais pas fini sans ce petit bout de tissu que j'avais autour du poignet. Le Grand Raid, c'est quand même ouais, je pique la phrase à Thomas Laure Blanchet quand on avait fait un briefing avec la clinique du coureur. On avait fait un gros événement là-bas avec plein de cours, plein d'athlètes canadiens élites qui étaient venus pour venir performer. Un des membres de ce qu'on appelle les guerriers du Grand Raid qui était venu faire la course là-bas, qui fait 7e, l'autre qui fait 17e, des favoris qui s'étaient perdus avec les autres favoris. Donc c'était la fameuse année où ils se sont perdus. Au début, ils avaient pris le mauvais balisage. Thomas avait dit voilà quoi, profiter à fond, ça reste quand même un des seuls événements qui ressemble au Tour de France, sauf que t'as pas besoin d'avoir le niveau du Tour de France quoi. Et ce côté-là un peu ferveur populaire, ça fait beubeu de dire ça, mais c'est absolument incroyable de voir quand t'es à Saint-Pierre 10 kilomètres de gens qui applaudissent, qui tapent dans tes mains, qui voient ton prénom sur un dossard, ils te connaissent pas, mais ils sont là à 22h30, 23h pour t'applaudir. Sur le parcours, des dames qui font 3 jours sans dormir avec leur cafetière pour te filer un petit peu d'eau chaude, du sucre, et avec un sourire gratuit, et elles attendent, je veux pas dire l'année pour ça, mais je n'ai jamais vu ça nulle part ailleurs que sur cette île, quoi. T'as des gens qui attendent ça toute l'année et qui te donnent tout leur amour possible, c'est bluffant.
Ça reste ta course, on va dire référence, celle sur laquelle tu as pris le plus de plaisir? D'un point de vue émotion, d'un point de vue perso, ouais. D'un point de vue perf, non, parce que j'ai vomi toute la deuxième nuit à Rocheplate. D'ailleurs, je connais pas le nom de l'interne en médecine qui m'a sauvé ma course, mais qui m'a forcé à m'arrêter. Mais je la salue bien. Elle m'avait bien menacé, elle avait bien fait parce que sinon je serais reparti en très mauvais état. Mais ouais, d'un point de vue émotion perso, je vois pas je vois pas ce que le trail pourrait m'apporter de plus que ça. C'était parfait, même si j'ai pas fait la perf que j'aurais voulu. Je comptais vraiment faire mieux, mais c'était d'un point de vue perso, je peux pas faire plus d'émotions que vivre ça. Ouais, je vois pas comment. J'en ferai d'autres, hein, mais ouais, ça serait compliqué de faire plus à l'heure actuelle, d'imaginer mieux ou autrement. Quelles seraient ces autres courses qui pourraient justement t'intéresser? Est-ce qu'on est Ah, dans la performance ou plutôt dans le plaisir? Alors, très clairement, j'ai très envie, quand j'aurai un peu plus de temps, de reprendre très fort l'entraînement en trail pour aller essayer d'aller m'arracher les boyaux sur des courses de 30 à 40, 50 kilomètres où, en ayant des qualités athlétiques développées au maximum, moi, ça ira pas très haut, mais d'essayer de courir partout et de faire vraiment au mieux, d'être vraiment à la limite de lâcher à tout moment. Ça serait vraiment un bel objectif de rattaquer les 40 jusqu'à 60, mais de faire ça à fond, vraiment d'arriver à entraîner bien au niveau du poids, donc suivre les conseils de Fabrice pour l'affûtage, d'essayer de s'entraîner à fond, de faire du renforcement musculaire, arriver vraiment prêt. Après, d'un point de vue très long, l'UTMB, j'aimerais bien le cocher un jour. J'ai été inscrit pour la TDS, donc à l'UTMB là cette année, mais malheureusement, je vais pas pouvoir y aller comme je l'aurais souhaité. Je rêve de faire la Western State. C'est vraiment, ça fait 2 ans que je loupe le tirage au sort. Donc chaque année, je coche une course dans mon calendrier, comme les Templiers ou autres, pour aller gratter à mon droit de m'inscrire. À la Western, j'avoue que, puis si j'arrive pas à faire la Western, j'irai faire la Leadville, ou j'irai faire peut-être l'Hard Rock, c'est compliqué d'un point de vue tirage au sort, mais d'aller choper une course américaine, je pense que là-bas, ils ont une autre vision, peut-être un peu moins, comment on peut dire, merchandising du trail qui me plaît, un petit côté retour à l'essentiel, où tu vois des gars, je veux pas dire ils sont tous à la Anton Kuprika, mais voilà le côté un peu, on s'en fout, on prend 2 gourdes à la main, on fait 160 bornes avec la famille qui suit en pick-up, quoi. Un petit côté je sais pas, je pense qu'il y a un truc à aller chercher là-bas d'un point de vue perso aussi. Donc plutôt l'aventure et cet esprit du trail que tu recherches à travers ces prochains défis. Alors, tu le disais justement, une bonne préparation. Quand on est kiné, formateur à la clinique du coureur, est-ce qu'on est épargné par les bobos, les petits traumatismes que tout coureur doit rencontrer dans son expérience et dans sa pratique? Alors moi, je pense sincèrement que une grosse partie des blessures, il y a aussi un gros facteur génétique. Je pense qu'il y a des gens qui font n'importe quoi, qui se blessent jamais ou peu, et des gens qui font tout comme il faut et qui se blessent tout le temps. Je pense on n'est pas tous égaux. Je pense que je fais partie des chanceux. Et très franchement, j'ai toujours un pet de travers, j'ai toujours un truc qui va pas, une douleur au pied, une douleur au tendon, une douleur au genou. 2 jours avant une course, je suis au bord de l'abandon parce que j'ai tout qui siffle, tout qui s'allume de partout. Je pense que c'est comme ça que je me prépare psychologiquement. J'ai quand même la chance de pas avoir eu de gros bobos, si ce n'est une pubalgie qui m'a traîné pendant quelques années et que j'ai dû faire opérer. Franchement, malgré des fois des planifications d'entraînement qui sont pas optimales et que je ne conseillerais pas à mes coureurs, j'ai de la chance. Donc de ce côté-là, plutôt préservé. Après, Ouais, je suis très chanceux. Très honnêtement, par rapport à ce que je fais, 25 kilomètres avec 1000, je crois qu'on a fait plus de 2000 il y a 10 jours en y allant. Ça faisait 2 mois que j'ai pas mis les pieds en montagne. Voilà, tu reviens avec 2 courbatures, là où tes collègues mettent une semaine à s'en remettre. Beaucoup de chance. Je pense que j'ai vraiment un gros facteur chance. Alors pour rebondir sur ce qu'on évoquait, hein, ton statut de formateur à la clinique du coureur, comment tu es arrivé à être formateur sur donc cet organisme qui s'appelle la clinique du coureur, et est-ce que tu peux nous relater ta rencontre avec le fondateur Blaise Dubois et ce qu'est finalement la clinique du coureur? Qu'est-ce qu'on peut y trouver et qu'est-ce que tu viens transmettre? Alors, dans l'ordre, en fait, je suis rentré à la clinique du coureur par justement le biais de Blaise Dubois. Comment j'ai intégré l'équipe
J'ai indirectement postulé en ayant organisé un cours à Toulouse après avoir vu donc Blaise Dubois en formation à Paris. Si ma mémoire est bonne, ça devait être fin 2015 que j'ai vu Blaise en formation à Paris. Ça a été une énorme claque au niveau perso. J'y suis allé d'un point de vue extrêmement égoïste, uniquement pour moi faire ce cours. C'était pas du tout pour mes patients, c'était moi et uniquement pour moi pour savoir si je courais bien, à la bonne cadence, avec les bonnes chaussures, à la bonne façon de courir, parce que j'avais lu des tonnes de bouquins qui traînaient. Et puis en fait, j'ai juste découvert un des meilleurs physios. Donc physio, c'est les kinésithérapeutes au Canada, les physiothérapeutes, un des meilleurs physiothérapeutes au monde que j'ai rencontré. J'en ai quand même rencontré quelques-uns. Un gars avec un charisme qui est, voilà, tu rentres dans une pièce, tu ne vois que lui, d'une gentillesse folle, d'une disponibilité incroyable, extrêmement intelligent, cultivé. Enfin voilà, c'était le gros, on va dire, coup de foudre pro. Il m'a mis une grosse claque sur la façon d'aborder mon métier. J'ai eu l'impression d'avoir un petit peu comme quand tu as des Lego, tu peux faire plein de choses avec plein de pièces, et que lui en fait te donner des plans, des pistes un petit peu pour faire un coup un château, un coup un vaisseau spatial, un coup un ranch ou ce que tu veux avec ces pièces de Lego. Et puis voilà, je suis très clairement allé le voir à la fin d'un cours que j'organisais et je lui ai dit, j'ai appris que tu cherchais du monde, sache que je suis extrêmement intéressé. Et il m'a dit, je vais pas l'imiter parce que je fais mal l'accent québécois, mais il m'a dit, ok, mais on vient déjà de recruter du monde, donc écoute, je mets ton nom sur la petite liste et puis on verra. Et puis, 6 mois plus tard, il m'appelle le 15 juillet 2016 pour me demander si je veux intégrer l'équipe. Euh, Pourquoi moi, je ne sais pas. Pourquoi pas d'autres, je ne sais pas non plus. Et voilà, donc cette chance-là, voilà, d'avoir été, on va dire, tiré au sort et d'avoir gagné au loto pour faire à la fois ma passion et à la fois mon sport, quoi. C'est-à-dire que je rejoignais la course à pied qui me faisait vibrer et mon métier. Donc j'ai réussi à concilier les deux. C'était vraiment un gros jour de fête. Et puis, pour expliquer un peu ce qu'est la clinique du coureur, c'est un organisme, d'abord de base, c'est un organisme de formation pour les professionnels de la santé qui recommande et conseille et promulgue les meilleurs conseils et les dernières données scientifiques sur la prévention et le traitement des blessures tout simplement en course à pied. Donc avec des actualisations scientifiques qui sont faites de manière mensuelle avec des chercheurs qui tous les mois scrutent tous les petits articles scientifiques et est-ce qu'on doit ou non changer notre pratique au quotidien. C'est voilà. Alors de ton côté, comment tu l'as intégré dans ton métier de kiné? Parce que tu le disais, au début de ta formation, le sport, c'était pas du tout dans tes préoccupations. Tu as eu cette révélation avec ces débuts en course à pied. Là, aujourd'hui, comment tu intègres cette, on va dire, pédagogie de la clinique du coureur dans tes activités de kiné? Alors en fait, ce qui m'a juste avant de faire la clinique du coureur, j'avais fait une formation en kiné du sport avec un organisme bien connu des kinés qui avait pas mal déblayé le chemin déjà sur mon envie d'aller traiter du sportif. Et en plein milieu de cette formation-là, donc j'ai rencontré Blaise à Paris. Et là, ça a été la grosse claque dans le sens où en fait, parfois, on a tendance à vouloir un petit peu complexifier l'approche du sportif, à vouloir absolument mettre les mains dessus, absolument vouloir remettre en place, chercher à réparer, user un petit peu de nos mains pour traiter les sportifs de manière générale. Il y a ce côté très rapport au corps chez le sportif, tout le sportif de haut niveau qui est extrêmement important. Et puis, quand tu regardes la littérature scientifique, c'est en ça que la clinique du coureur a changé ma vision. En fait, on se rend compte que le niveau de preuve scientifique, il va énormément plus vers l'éducation que vers finalement le fait de toucher, remettre en place ou il y a rien d'autre à l'heure actuelle finalement que ce côté éducatif qui va être plus efficace que le reste. À savoir qu'en fait, c'est le coureur qui se blesse et il a une grande part de responsabilité dans sa blessure. Je parle des blessures de ce qu'on appelle de surutilisation pour les douleurs de genoux, douleurs de tendons, douleurs mécaniques. Je parle pas des entorses où là c'est du traumatique. Mais sur ces blessures de surutilisation, moi dans mon quotidien, ce que ça m'a complètement changé, c'est d'être totalement acteur dans l'éducation de mon patient. Il expliquait comment de lui-même, déjà, il va pouvoir participer au traitement et qu'est-ce qui peut changer dans son entraînement, dans sa façon de courir, dans sa pratique, mais pour éviter la récidive et puis se traiter, quoi. Donc, c'est vraiment ce côté éducatif qui m'a complètement changé la vision de mon boulot.
Ce que tu disais tout à l'heure sur un patient qui vient te voir, on va peut-être aller explorer diverses raisons, on va dire, physiologiques, musculaires, squelettiques. Et parfois, quand tu mets le doigt sur ce qu'il a pu faire sur les semaines auparavant, bah, tu comprends qu'il a peut-être tiré un peu trop sur la corde et le surentraînement était peut-être pas très loin. C'est ce qui ressort finalement. C'est peut-être le bon sens. Ouais, en fait, mais c'est le bon sens paysan. Je crois que c'est une phrase que je répète souvent quand j'enseigne. Parfois, on a tendance à aller chercher un petit peu comment dire, des choses qui n'ont pas vraiment de sens avec le risque de blessure. Euh, je prends l'exemple tout bête, à un moment donné, si tu perds tes clés, tu peux aller ouvrir le congélateur ou le frigo pour chercher tes clés. Si tu n'as pas oublié là-dedans, c'est possible. Il y a quand même de grandes chances qu'elles soient soit dans tes poches, soit dans ton manteau, soit dans ton sac, soit sur le petit, comme dit Gad Elmaleh, là, le petit meuble à l'entrée où tu as toujours les vis de Ikea et les clés qui traînent. Je pense qu'il faut aller un peu plus à l'essentiel parfois et arrêter d'aller chercher des raisons obscures ou autres. Clairement, ce travail est un excellent outil pour aller scruter un petit peu les patients et les bêtises qu'ils ont pu faire. Mais en analyse sur tapis, j'aime faire courir tous mes coureurs. D'ailleurs, même les non-coureurs passent tôt ou tard sur mon tapis pour courir. J'ai envie de voir les gens courir. J'ai envie que les gens à 80 ans soient capables de courir s'il faut traverser la route. On peut regarder des tonnes de choses extrêmement intéressantes, extrêmement pertinentes. Mais la règle numéro 1 que nous, on utilise à la clinique du coureur et à laquelle je suis très fidèle, quelqu'un qui n'a pas de problème, ça ne sert à rien de vouloir le changer. S'il va bien, on change rien. Et je pense qu'on a trop tendance en tant que nous, professionnels de la santé, à absolument vouloir faire que tout le monde ressemble au modèle idéal. Peut-être parti un peu à côté de la question, mais je trouve que c'est important là, ce côté de tout va bien, change rien. Faut féliciter les gens de courir, même si certains courent, on va dire moche. Il y a des gens qui courent en faisant un bruit de mammouth, des gens qui courent, c'est vilain. Il y a des gens qui courent avec les bras le long du corps, on dirait des Playmobil quand ils courent, mais ils te déposent. T'es au Templier, c'est 60e kilomètre et le mec il a 16 à l'heure sur le plat, alors qu'il court comme un Playmobil. Laisse-le tranquille plutôt que de vouloir le faire ressembler à Kipchoge ou à Mo Farah. Alors justement, par rapport à ces bonnes pratiques de la course à pied, il y a eu une grosse tendance sur le minimalisme, sur Oui, la foulée médio-pied. Est-ce oui, que monsieur. quelqu'un qui talonne, tu le disais tout à l'heure, fait beaucoup de bruit en courant, est-ce qu'on va forcément lui conseiller de passer sur l'avant-pied ou en minimaliste? Pas forcément, de ce fait. Alors non, justement, pas forcément. J'insiste encore une fois. Si quelqu'un vient au cabinet et que il court vraiment avec une très 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 forte attaque talon, une cadence de pas extrêmement faible, en dessous de 160 pas par minute, donc à chaque pas qu'il pose au sol, poum poum poum, on compte, on est en dessous de 160 pas par minute. Si vraiment il attaque très fort du talon et surtout qu'il fait beaucoup de bruit quand il court, peut-être qu'on pourrait discuter avec lui quand même d'aller, pourquoi pas, augmenter un petit peu sa cadence parce que c'est quelque chose qui est très sécuritaire, qui pose pas de soucis. Puis au pire, s'il échoue à modifier sa cadence, il courra comme avant. Et s'il n'était pas blessé, en fait, on lui aura rien changé. Ça, c'est quelque chose que je fais assez souvent et que je fais avec beaucoup de confiance parce que ça vaut le coup de tester. Il y a pas mal d'études qui montrent qu'augmenter la cadence, ça permet d'aller améliorer un petit peu l'économie de course. Alors, tu vas pas claquer 2h30 au marathon en modifiant ta cadence si tu pars de 4 heures au marathon, mais tu peux aller gagner quelques pourcents, aller gratouiller un petit peu en changeant cette cadence. Ensuite, sur la pose du pied au sol, quelqu'un qui n'est pas blessé, peut-être aller chercher un tout petit peu moins de très grosses attaques talons. Je n'ai jamais conseillé à quelqu'un d'aller attaquer plus fort du talon. Donc, je conseille pas forcément aux gens de venir poser le pied un peu plus en médio. Donc, le pied, on a du mal à distinguer si c'est le talon ou l'avant du pied qui pose en même temps au sol, qui pose en premier au sol. Mais voilà, je n'ai jamais, par contre, l'inverse conseillé à quelqu'un de venir attaquer fort du talon. Le bruit, pareil, on a quand même une très, très belle étude qui était sortie il y a 4 ans maintenant qui montrait que chez les coureurs débutants, en gros, à qui on disait, je simplifie, de faire moins de bruit, on avait quand même un peu plus de 60% de gens qui se blessaient en moins à la première année de pratique. Entre le groupe témoin à qui on n'a rien dit, le groupe à qui on a dit juste en gros fais moins de bruit, et quand même 60% de blessés en moins. Il y avait des blessés dans les deux groupes, mais quand même le groupe moins de bruit avait moins de blessures. C'est des bons conseils qu'on peut donner avec beaucoup d'assurance et beaucoup de sécurité aux coureurs. Après, aller changer quelqu'un qui n'a aucun problème, je suis embêté. Parce que ils sont dans un schéma de course qui est peut-être pas beau, mais on est trop gourmand des fois à vouloir absolument changer les gens. Est-ce que cette posture, hein, on le disait tout à l'heure par rapport aux gens sédentaires, là on vient sur la posture en course, Ouais. est-ce qu'on peut faire un parallèle avec les chaussures? Si quelqu'un porte une marque de chaussures qui est identique depuis des années et qui n'a pas de blessure, est-ce qu'on peut
sincèrement lui dire ce serait bien que tu changes et que tu ailles sur une autre paire. Est-ce qu'aujourd'hui, il est préférable de multiplier le nombre de paires et d'habituer le pied à différentes enveloppes, ou est-ce que vaut mieux rester sur sa propre paire de chaussures si c'est celle qui nous convient depuis des années? Écoute, il y a une étude qui est sortie il y a quelques années. Malissou, de mémoire, c'est un gars qui bosse, qui est un excellent chercheur. En plus, c'est un super coureur d'ultra aussi, qui en fait montrait qu'avec plusieurs paires de chaussures, a priori, peut-être que les gens pouvaient un petit peu moins se blesser. Moi, j'aime à dire que quelqu'un qui, y a aucune raison d'avoir une énorme chaussure pour du très long et une chaussure absolument très fine racer pour faire du 5 ou 10 km ou de la piste ou des intervalles à haute vitesse. Si tu es habitué à faire des intervalles à haute vitesse, il n'y a rien de plus dangereux pour ton tendon que de faire de l'activité plyométrique, donc quelque chose d'extrêmement rapide pour le tendon, ou de faire de la haute vitesse. Si tu es adapté à ça avec tes chaussures très fines, très légères et très souples, pourquoi aller sur des très grosses chaussures parce que tu fais du long, si ce n'est parce que l'industrie, depuis des années, te fait croire que si tu fais du marathon, tu as besoin d'une grosse chaussure. Il suffit d'aller chez Decathlon pour voir que ils mettent vraiment en fonction de la distance, différentes chaussures. Et plus tu fais du long, plus il te faut de la grosse chaussure. C'est-à-dire avec un gros amorti au niveau du talon, un gros drop, c'est-à-dire la différence entre l'arrière et l'avant, des technologies de protection, entre guillemets, du pied, et que quand tu fais de la vitesse, il faut rien sous le pied. Alors qu'il y a rien de plus dangereux que la vitesse pour un tendon, pour des orteils, pour une aponévrose plantaire, pour un mollet. Je suis vraiment embêté avec ça. Quelqu'un qui, par contre, n'a pas de problème, je suis embêté d'aller le changer parce que le changer, c'est risquer de le blesser. Si un coureur se blesse, il est triste. Donc ça, vraiment, je change de moins en moins quand quelqu'un n'a aucun souci. Chez le blessé, on peut en discuter, mais chez le coureur qui est pas blessé, pas changé. Et chez la personne blessée, comment vous allez intervenir avec donc ta double casquette, kiné, formateur donc de la clinique du coureur, pour le remettre en selle? Quels sont, si quelqu'un vient te voir en disant je suis blessé, help, venez m'aider, j'ai besoin de vos éclairages et de vos conseils pour reprendre une pratique sans blessure. Quelles sont vos différentes mises en action et les différentes solutions que tu peux lui proposer? Alors, ce qui est génial, c'est qu'on peut agir à plein niveau. Déjà, très souvent, quand les gens viennent au cabinet après un arrêt, enfin, ils viennent souvent, ça fait longtemps qu'ils ont arrêté de courir, d'eux-mêmes, ils vont voir le médecin qui dit « Oula, courez surtout pas, ça esquinte le genou, ça esquinte le tendon, ça esquinte le dos, ça esquinte tout le corps. » Clairement, on va, premier point, leur faire reprendre la course. Il est extrêmement rare, hormis certaines pathologies, mais on ne va pas rentrer dans tous les détails là, il y a très peu d'excuses pour que quelqu'un ne court pas. Maintenant, courir, ça ne veut pas dire mettre les godasses et partir 40 minutes en sous-bois. Le monsieur d'aujourd'hui, je suis très fier, a couru 7 fois, 1 minute il a trottiné, 1 minute il a marché. Mais des fois, on va juste faire ça 3 fois, des fois on va faire ça que 2 fois. Mais c'est un début de reprise de course. Je suis ravi de voir le sourire des patients, coureurs, quand on leur dit « Bonne nouvelle, j'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui, et le premier jour du reste de votre vie, on reprend la course à pied. » Ça, c'est vraiment la bonne nouvelle pour eux. On peut déjà reprendre en dosant l'entraînement, c'est la règle numéro 1. La règle numéro 2, c'est l'éducation. Tout à l'heure, c'est ce que je t'en parlais. C'est ce qu'on appelle à la clinique du coureur la quantification du stress mécanique. C'est pour dire en fait qu'il faut appliquer une charge optimale en fonction de la capacité de tolérance des tissus. Ton genou, ton articulation, ton tendon, ton mollet, ton pied peut supporter un nombre, on va dire, de contraintes. Et si tu fais n'importe quoi, tu la dépasses. On dépasse la ligne rouge, il y a de la douleur, soit pendant, soit après, soit ça peut gonfler, soit boiter un petit peu le matin ou être pas bien pendant 2-3 jours. Si tu es raisonnable, si tu arrives à écouter ton corps et à trouver le bon dosage, on va réussir à faire que la personne va pouvoir remettre de la charge progressivement et repousser ses limites d'adaptation. Après, un peu plus loin derrière, on va pouvoir travailler soit avec nos mains, faire ce qu'on appelle la thérapie manuelle, et on va dire mettre les mains dans le cambouis. On peut travailler sur la biomécanique. Il y a pas mal d'études qui montrent que la biomécanique peut améliorer les douleurs. En aigu, c'est-à-dire qu'en aigu, quand quelqu'un vient au cabinet, ça fait 10 jours qu'il a mal à un tendon, tu le fais courir différemment sur tapis, tu lui changes les symptômes en instantané. Il court normal, il a mal, tu lui changes sa biomécanique, augmenter la cadence, changer la pose du pied au sol, en temps réel, il change sa douleur. Tu le laisses tout seul, 3 semaines après, il a plus de douleur, il recourt exactement comme avant. En aigu, ça peut être un bon médicament d'aller changer cette façon de courir. Et après, on peut aller discuter sur des cas plus persistants, d'aller changer de chaussures. Et là, peut-être être un petit peu agressif avec des chaussures qui vont se rapprocher du pied nu. Alors, pas forcément des chaussures five fingers, celles qui sont avec les orteils extrêmement fines, mais des chaussures au moins qui vont un peu moins créer d'interface entre le pied et le sol,
un peu plus de retour naturel. Ça vaut le coup d'essayer. Mais voilà, ça reste pour moi le moins important des choses les plus importantes à faire, c'est de partir vers une chaussure minimaliste. Il y a énormément de choses à faire avant. Puis moi, je viens dans une région où il n'y a pas beaucoup de sous, clairement, mais mes patients pas beaucoup de sous. Je suis très embêté de leur faire acheter une godasse de nouveau à 140 euros pour peut-être prendre un pari sur les douleurs et pas dit que ça marche forcément non plus. Après, il est vrai que c'est pas toujours simple quand on est soi-même blessé de s'auto-analyser. Donc là, ton regard est quand même très important. Mais pour un coureur débutant, lui dire, vous allez courir 1 minute, reprendre par 1 minute de marche, et puis on fait ça 7 fois comme ton patient ce matin, c'est possible. Mais pour un coureur chevronné, lui dire, bah, tu vas commencer par 5 minutes donc de course et puis 5 minutes de marche. C'est bien souvent difficile de l'accepter, de repartir, tu vois, un petit peu en arrière. Je l'ai expérimenté moi-même, hein, en sortant de blessure. Et ben, on veut repartir sur les mêmes chronos, sur les mêmes allures. Et là, la blessure, elle revient de nouveau. Donc, c'est peut-être cette éducation, ce que tu disais tout à l'heure. Et c'est exactement ça, en fait. C'est le problème qu'on a tous, c'est l'éducation. Je demande toujours aux coureurs qui viennent au cabinet s'ils ont un coach. S'ils ont un coach, premier truc que je fais, c'est piquer le mail, le portable, le WhatsApp, le Facebook, le Instagram. J'envoie un message au coach. Salut, machin, je suis le kiné de ton coureur, nanana. J'aimerais qu'on échange ou que voilà, je te dise ce que je pense. Et à chaque fois, c'est le coach qui valide parce que je suis pas là pour passer au-delà du boulot du coach. Puis surtout que le coureur a énormément confiance dans son coach. On a cette connaissance en commun qui est David Goss, à qui on peut passer un gros coucou, qui est quelqu'un que j'admire énormément d'un point de vue coach et d'un point de vue perso, puis c'est un athlète incroyable. Clairement, il faut absolument que les professionnels de la santé se rapprochent des coachs, parce que le coureur, il paye aussi son coach. Il faut pas lui marcher sur ses plates-bandes. Mais j'adore, par contre, échanger avec les coachs et dire, voilà, mais clairement, est-ce que tu penses qu'en ce moment, on pourrait calmer la cote, calmer la vitesse, calmer le volume? Et je te propose d'adapter ça à ça et ça. Qu'en penses-tu? J'ai jamais eu un coach qui m'a envoyé bouler parce que je ne veux pas leur piquer leur boulot, mais c'est toujours un échange entre professionnels, lui de l'entraînement, moi de kiné. Même si je suis coach de mon côté, je ne passe pas au-delà du coach. Très souvent, le coach est très content quand je lui dis, écoute, est-ce que tu veux que les 15 prochains jours, je m'occupe juste de faire un programme de reprise de course très prudent et je leur rends leurs coureurs quand ils sont capables de courir 3-4 fois 45 minutes par semaine. Le coureur expérimenté, comme tu dis, toi par exemple, peut-être que le premier footing, ça va être 10 fois 1 minute course, 1 minute marche. Le lendemain, si tout va bien, on va passer à 10 fois 2 minutes course, 1 minute marche. Ça fait beaucoup, mais pourquoi pas? Si ça se passe bien, on reprend directement du 5 minutes course, 1 minute marche, qu'on va faire 4-5 fois. T'es rendu en 10-15 jours à courir 1 heure. Ça pose pas de souci. Tout dépend du niveau antérieur, tout dépend de la blessure. Quelqu'un qui s'est fait une fracture pour X raison, il tombe en ski, s'est fracturé le tibia. Bon, mais peut-être qu'on va être un peu plus prudent que quelqu'un qui a une tendinopathie. Mais il faut absolument échanger avec les coachs et surtout, il faut aller à chaque fois aux limites d'adaptation de l'athlète. Évidemment, ceux de haut niveau qui courent depuis très longtemps, ça peut aller très, très vite. Mais je te rejoins sur l'importance et le rôle du coach. Il y a 15 jours, j'avais une douleur derrière la malléole, juste après une grosse séance alors pas de piste, mais de bitume, où le fractionné avait tapé un petit peu trop. Et ben voilà, en concertation avec David, on a baissé un peu le curseur, en laissant peut-être un petit peu plus de repos, en faisant un peu de massage et de soins. Et après un petit tour chez l'ostéo, ben j'étais reparti comme en 14. Donc l'écoute également des professionnels, du coach, mais avant tout de soi-même, de sa pratique. Hein, cette quantification du stress mécanique, je pense, est importante pour durer. Mais écoute, David a fait la formation. J'espère qu'il a. En fait, ce qu'il t'a fait faire, c'est exactement ce qu'on enseigne en cours. Donc, je suis extrêmement content que que j'ai eu la chance d'avoir en cours, voilà, et suivi ses recommandations. C'est très, très bien. Bon, bah toi, c'est appliqué au moins dans sa méthodologie de l'entraînement. Alors, sur le plan formateur, qu'est-ce que tu transmets et comment se passent tes sessions de formation? Parce que tu l'as dit, tu as rejoint la clinique du coureur en tant qu'élève dans un premier temps. Aujourd'hui, tu es formateur. Quels sont les cours et comment tu transmets justement tes connaissances? Alors moi, j'ai la chance d'être enseignant sur 3 cours de la clinique du coureur. Le cours de base, on va dire, ce qu'on appelle le cours 1.0, qui est vraiment, on va dire, les nouveautés dans la prévention et traitement des blessures chez les coureurs. Il y a un cours après qui est diagnostic
et des tests cliniques pour aller justement faire du diagnostic des douleurs du coureur et d'aller chercher un petit peu les pathologies. Et après, il y a un autre cours qui est sur on va dire les exercices thérapeutiques appliqués aux coureurs, qui est un cours extrêmement pratique où justement on échange, il y a un gros temps d'échange avec les participants sur comment créer les meilleurs exercices avec très peu de matériel pour que les patients puissent, enfin les coureurs puissent chez eux faire les exercices, parce que clairement si le coureur ne participe pas, ça ne marchera pas. Ensuite, il y a d'autres cours qui sont dispensés, mais que moi, je ne donne pas. Cours sur le coaching et aller vers la performance. Un cours sur le pied du coureur qui est donné par des podologues et un kiné qui fait des orthèses. Il y a un cours sur la nutrition donné par Anthony Berthoud, qui est quelqu'un d'extrêmement brillant aussi dans la nutrition. On a d'autres cours après en e-learning là qui sont en train d'arriver. Et un dernier bébé qui est né de la clinique du coureur, avec une kiné, je dis bien une bêtise, une kiné belge, kiné espagnole et une kiné canadienne sur la périnatalité, c'est-à-dire maman enceinte et enfin pas encore maman enceinte et puis la femme juste après l'accouchement. Ont-elles le droit de courir? La réponse est très souvent oui. Et je trouve qu'il y avait un gros manque là-dessus. Puis voilà, je n'ai pas encore fait ce cours en tant que participant. Il me tarde énormément d'y aller pour apprendre plein de choses et pousser les mamans à courir après. Alors, lorsque tu dispenses ces cours, Xavier, c'est exclusivement à destination donc de professionnels de santé qui ensuite vont appliquer ces méthodes transmises à leurs différents coureurs ou patients. Alors le cours de base, le cours 1.0, qui lance la plupart des formations, clairement est recommandé pour les professionnels de la santé. On a de plus en plus de médecins qui viennent au cours. On a eu des chirurgiens au cours, des rhumatos. On a les normes bases, c'est les kinés, pas mal de podologues, beaucoup d'ostéos qui viennent aussi. Après, on a de temps en temps des coachs, on a des entraîneurs qui viennent. Une partie du cours, d'ailleurs, j'invite tous ceux qui sont vendeurs de chaussures ou qui travaillent dans la chaussure de course à se rapprocher de la clinique du coureur, parce qu'on leur offre la première après-midi de cours du premier jour de cours pour sur la chaussure et l'analyse biomécanique, parce que nous on voit une centaine de coureurs par an, eux ils en voient peut-être 10 000 coureurs par an, donc c'est eux les mieux placés pour aller justement éduquer les coureurs peut-être aux bonnes recommandations, que des fois on voit des choses dans les magasins où on s'arrache un peu les cheveux, et après de temps en temps on a des gens qui viennent uniquement pour eux et qui viennent à la formation. Il y a eu une fois un chauffeur routier qui était venu faire la formation à Paris et c'était bluffant. Ce gars-là était venu uniquement pour lui. C'était bluffant la compétence du monsieur. Il avait lu tout ce qui existait en course à pied, il venait que pour lui. Ce chauffeur routier, il était brillantissime. Je pense que tout ce qui était pathologie, c'était pas son truc, mais en tout cas sur les recommandations de bonnes pratiques de course à pied, il était incroyablement calé, ce monsieur. Et donc, tu te déplaces à la fois en France, mais également, tu le disais tout à l'heure, outre-mer avec des formations. Donc, tu reviens de Martinique et tu vas y retourner. Martinique, C'est Guadeloupe. ça. Je rentre de Guadeloupe exactement. Je retourne en Guadeloupe là, donner cours. Je vais aller en Martinique aussi. On a ouvert les cours aujourd'hui même. Donc c'est la folie là sur les inscriptions. Je suis hyper content d'avoir pu trouver 2 consoeurs qui m'ont filé un énorme coup de main pour monter ces cours-là. J'ai eu le plaisir aussi d'aller à Bruxelles, d'aller à Lausanne. J'ai pas encore fait le Luxembourg, la Réunion. C'est quand même sympa aussi d'aller enseigner à la Réunion. Donc voilà, beaucoup en France. Prochain déplacement en France, c'est à Rouen. Après, à Toulouse, en général, c'est moi qui donne les cours aussi, vu que c'est à côté de la maison. Et après, voilà, un petit peu partout en France et la chance de se déplacer un petit peu en Europe. Ouais, ça, c'est quand même vraiment la partie très, très chouette du boulot aussi. Ouais. Donc, tu arrives à lier l'utile et l'agréable. L'utile, tu transmets les formations et l'agréable, tu prends les chaussures dans la valise. Oui, alors c'est ça. Alors en fait, on essaye, ça c'est le petit plus. Alors c'était le petit plus avant pandémie, parce que maintenant avec le couvre-feu à 19h qui devrait s'enlever bientôt si j'ai suivi, on va pouvoir reprendre. On faisait normalement toujours un petit footing avec les participants à la fin du cours, c'était chouette. On allait courir demi-heure, 1 heure, on leur transmettait un maximum d'infos pendant ces footings. C'était des super échanges informels, c'était génial. Et puis là, avec la pandémie, on peut plus trop pratiquer ça, donc c'est un petit peu dommage. Quand on a la chance d'aller à l'époque sur Clermont-Ferrand, ou quand on est dans des coins où il y a de la place pour aller courir un petit peu sur les sentiers, on y va. Marseille, on essaie d'aller faire un petit tour dans les calanques. Enfin voilà, on essaie de faire quelque chose d'un peu plus original que le jardin du Luxembourg à Paris. Quand on se trouve à Paris, on essaie de changer un petit peu. Mais ouais, voilà, on prend les chaussures dans la valise. Par contre, encore une fois, quand on parle d'éducation, moi, quand je pars en cours, je
je suis stressé, je dors pas bien, je suis à l'hôtel, je ne mange pas comme à la maison. C'est fatigant de donner cours, même si c'est absolument génial. Je ne fais aucun fractionné pendant ce temps-là. Ça serait sinon le meilleur moyen de me blesser parce que qui dit fatigue dit gros risque de pépin. Mais oui, être enseignant à la clinique du coureur, c'est quand même une petite obligation de courir quand même pour savoir de quoi on parle. Voilà. On n'a pas trop de guirous parmi nous. Je n'ai jamais fait de foot et qui ont quand même été entraîneurs d'une équipe championne de France. Alors, autant tu disais tout à l'heure, après ta licence en bio, l'enseignement, ça ne te branchait pas. Tu n'étais pas axé Exactement. sur cette pratique-là. Là, tu es formateur, enseignant donc à la clinique du coureur. Qu'est-ce que tu as découvert sur toi dans ce côté transmission et enseignement? Est-ce que c'est quelque chose que tu ignorais ou c'était quand même un petit peu latent dans ta personnalité? En fait, je pense que j'étais trop feignant à l'époque pour aller pousser des études au-delà de la licence et puis d'aller me battre. C'était le CAPES que ça s'appelait à l'époque et je me sentais pas du tout là, mais à l'époque où il y avait, je sais plus combien de candidats pour très peu de place. Je pense qu'il y avait un petit peu de feignantise, un petit peu de peur. Et puis surtout, je savais pas quoi faire. C'est que j'étais pas prof de plaisir, on va dire, mais je me sentais pas l'âme de devenir enseignant. Là, je pense que c'est le fait de voir des gens hyper charismatiques transmettre des choses qui m'ont dit, mince, est-ce que je pourrais à force de travail et de recherche, d'abnégation, je sais pas trop comment dire ça, peut-être essayer de piquer des trucs à droite à gauche chez ces gens-là et de transmettre les quelques connaissances que j'avais et puis vaincre un peu mon bégaiement d'enfance où j'ai pas mal écrémé d'orthophoniste étant gamin, petite revanche je pense là-dessus ouais, je sais pas, une envie de transmettre et je pense que c'est un gros défi perso là aussi, ouais, de me lancer là-dedans et puis surtout y prendre un plaisir de dingue, quoi, les petites conférences faites devant des coureurs avec des athlètes etc que j'ai faites avant de faire prof. Ça m'a vraiment dit que j'avais envie au moins d'aller creuser là-dedans et d'aller chercher quelque chose là-dedans. Ouais, un peu un accident là aussi, mais avec un plaisir incroyable de transmettre. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu serais capable de basculer totalement dans ce côté enseignant en délaissant ton métier de kiné totalement? Ou est-ce que tu as besoin quand même de cette base, cet attachement à ton cabinet et à tes patients? Alors déjà, nous, à la clinique du coureur, on a une obligation de garder un côté pratico-pratique. Il faut qu'on mette les mains dans le cambouis avec nos patients, que ce soit dans notre cabinet ou peu importe où, en club ou où on veut. Non, j'aurais mal fou à lâcher le cabinet. Je prends quand même vraiment beaucoup de plaisir au cabinet à traiter les gens. Et puis, pour être bon et savoir de quoi on parle, il faut quand même qu'on ait de la matière à apporter aux participants des cours. Certains sont au moins autant formés que nous, avec beaucoup d'expérience. On a des kinés qui ont une bonne cinquantaine d'années qui viennent en cours, qui ont des gens avec une très très grande pratique derrière eux. Je pense que c'est très compliqué d'être enseignant, ce qu'on appelle en post-gradué, c'est-à-dire après diplôme, sans continuer à être dedans, quoi. On imaginerait mal quelqu'un en école de commerce n'avoir pas monté sa propre entreprise et aller enseigner en école de commerce. Je pense qu'il y a des choses, des fois, ce serait un peu, on serait peut-être un petit peu trop imposteur à pas mettre les mains dans le cambouis. On saurait plus de quoi on parle très rapidement. Je pense qu'au bout d'un an ou deux, on n'arriverait plus à savoir de quoi on parle. Et depuis tes débuts en kiné jusqu'à aujourd'hui, avec cette évolution, cette formation constante que tu as sur différents domaines et maintenant sur la clinique du coureur, quelle est l'évolution principale que tu as pu voir chez tes patients, on va dire, sportifs? On délaisse ceux qui ne sont pas forcément coureurs, mais parmi les sportifs, est-ce que tu as vu une évolution dans leur pratique, dans leur façon de réaliser justement ces différentes compétitions ou entraînements? Alors, il y a plusieurs choses là-dessus. La première, c'est que, en fait, avant de faire la clinique du coureur, j'étais un coureur ultra minimaliste, c'est-à-dire en five finger, voire presque pieds nus, où je courais en claquettes. Donc, j'étais connu pour être le gars qui courait avec de la barbe et en claquettes sur les sentiers ou qui court en five fingers. Donc, ça m'a aidé à me faire connaître un petit peu dans le secteur en tant que coureur, en tant que kiné, bien qu'il n'étant pas du tout performant. Mais même encore aujourd'hui, j'ai des gens qui viennent quand même en me disant, je t'ai vu sur telle course, t'étais soit pieds nus, soit en claquettes, soit avec les five fingers. Et puis, avec le temps et quelques petits bobos aux pieds, je me suis quand même rendu compte qu'un peu d'amorti sous les pieds était bien. Et du coup, j'ai encore des gens qui viennent de temps en temps ou qui sont venus surtout au début parce qu'ils avaient lu qu'il fallait absolument courir en très, très minimaliste. Ils venaient que pour ça. Ça, c'est une évolution que j'ai vue. C'est que moi, étant
coureurs en chaussures très minimalistes. J'ai eu beaucoup de gens qui venaient pour savoir s'ils faisaient bien eux aussi. Maintenant, aujourd'hui, moi, ce que je vois plus au cabinet, alors là, moins avec les différents confinements, mais il y a un petit qui m'inquiète un tout petit peu, alors c'est très perso, c'est qu'aujourd'hui, si tu n'as pas fait un 80 bornes ou un 160, tu n'es pas un coureur. Du moins dans les Pyrénées, il y a un petit côté course à la longueur enfin voilà, celui qui a la plus grande longueur de zizi, et que si tu n'as pas fait un 80 km, tu n'es pas un coureur. Si tu n'as pas fait un 160, tu n'es pas un coureur. Et donc, on tombe sur des pathologies. Alors, des surentraînements, on en voit peu chez les coureurs, mais des gens qui sont usés parce qu'ils s'entraînent énormément. Je ne compte plus le nombre de divorces chez les coureurs d'ultra, même très performants dans les Pyrénées, sans citer personne. Il y a quand même un côté, moi, qui m'inquiète un petit peu, c'est ce côté, voilà, où on oublie peut-être parfois le côté plaisir et entraînement, tu vois, d'aller travailler 20, 30, 40 kilomètres à fond, bien valider ça avant de passer au-delà. Les gens partent sur de l'ultra comme ils partiraient en rando parce que tu peux finir la diagonale des fous en 3 jours et demi. Donc les gens s'entraînent plus à marcher qu'à courir. Et ça, c'est un côté perso, mais que je vois de plus en plus quand même chez les coureurs qui veulent aller sur du long. Et je ne veux pas dire sans raison, mais peut-être pour de mauvaises raisons et plus pour avoir le t-shirt de finisher. Je pense qu'il y a le syndrome du finisher. Aujourd'hui, on ne félicite personne qui termine un match de tennis ou un match de foot, mais il faudrait féliciter tout coureur qui a fini une course de plus de 20 bornes. Et je trouve qu'il y a des pathologies qui peuvent se rapprocher là-dedans. C'est très perso, ça. Hein, c'est pas. Et peut-être la diffusion sur les réseaux. On disait que Strava pour toi est un bon outil pour aller scruter ce que font tes patients blessés, mais c'est aussi un peu la surenchère sur certains chronos, sur certaines distances à faire par semaine, à faire par sortie. Course au com. Ouais, c'est la course au com, quoi. C'est-à-dire que là, en ce moment, il n'y a plus trop de défis. Donc, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de péter tous les coms. Donc, à chaque, les coms, les King of Mountain, c'est chez les coureurs, on appelle ça c'est le CR, je crois qu'ils appellent ça, en course à pied. Le but, voilà, c'est d'avoir tous les meilleurs chronos sur les segments qui existent. Moi, ça me fait marrer de recevoir de temps en temps un petit mail. Hey, machin, vient juste de te piquer ton chrono. C'est rigolo. Mais même moi qui essaie de me détacher de ça, je me dis, la prochaine fois que j'y vais, je vais essayer d'aller le rechercher. Quand c'est encore possible. Y a un vrai problème là-dessus, c'est que du coup, les gens ne font plus de sorties pépères parce que se sentant fliqués par tout le monde, du coup, les gens, au lieu de faire de l'endurance de base, qui devrait être l'immense majorité de l'entraînement, les gens, du coup, font toutes leurs sorties au taquet parce qu'il faut respecter la vitesse moyenne. Les gens usent les trottoirs devant chez eux pour arriver à 10 km parce qu'on ne reste pas avec 9 km 70 ou 9 km 97. Où les gens font 30 mètres de dénivelé en plus pour arriver à faire 500 mètres parce que 470 c'est pas beau. Je pense que Strava pour ça, cet énorme défaut ça rend pas bling bling le trail parce que c'est un super outil Strava, c'est génial, mais ça devrait être comme avant, c'est-à-dire ton carnet d'entraînement que tu gardais précieusement dans ta chambre. Alors il est vrai que c'est un outil qui peut être intéressant sur le réseau social, mais à prendre avec des pincettes si on veut vraiment l'utiliser. De scruter vraiment ce que les autres ont fait, ça peut être un petit peu traumatique justement sur certains aspects. Tu le disais tout à l'heure par rapport au groupe d'entraînement ou en club, Strava s'apparente pour moi aussi un petit peu à ça, c'est-à-dire que on va se comparer à ce que les autres ont pu faire, et puis si le copain a fait la séance juste avant avec une allure, on va j'ai été comme ça à un moment donné et je m'en suis. On l'a tous été, je crois, voilà. Seb. On l'a tous été. Donc, je me rappelle moi d'une de mes premières séances en club où plutôt que de finir dans les derniers, on met un petit coup de collier et puis on a le tendon qui siffle et on se dit là finalement, j'aurais peut-être pas dû pousser. Donc l'apport d'un coach et un regard extérieur fait que la pratique elle est quand même un petit peu plus dosée. Je dois avouer moi avoir couru beaucoup plus pendant le confinement avant d'être coaché. Aujourd'hui coaché, mes semaines sont beaucoup moins chargé, mais je suis plus en forme et les chronos sont meilleurs. Donc, voilà. C'est bien mieux calibré, oui. Le calibrage est un petit peu plus efficace. Xavier, est-ce que tu aurais, là pour finir un petit peu l'épisode, des conseils très pratiques pour nos auditeurs de façon à justement limiter ces blessures et cette prévention du risque des blessures? Alors, dans les premiers conseils, ça va rester vraiment, on va s'axer sur la rééducation, sur l'éducation, pardon. Un des conseils que je donne en numéro 1, c'est de courir plus souvent, mais moins longtemps. C'est-à-dire très souvent, les gens font que 2 sorties par semaine trop longues. Il vaudrait mieux en faire 4 petites que 2 longues. Prendre le temps avant d'aller vers de l'intensité. Après une période d'arrêt, il faut reprendre de manière précautionneuse. Ça ne mange pas de pain de se faire 3-4 footings pépères avant de rattaquer un fractionné.
un des conseils numéro 1 que je donne à mes coureurs, c'est quand tu n'as qu'une demi-heure devant toi pour courir, fais-toi un petit jog tranquille ou alterne de la course avec quelques exercices de renfort. Plutôt que je n'ai qu'une demi-heure, je me mets une demi-heure de fractionné parce que j'ai pas le temps, je zappe l'échauffement et je me mets un gros carton à midi. C'est ce que font 80% des coureurs. Je pense que c'est le meilleur moyen de se blesser. Si tu es fatigué, rappelle-toi qu'il vaut mieux l'entraînement de moins que l'entraînement de trop. Et parce que boiter après pendant 3 jours, c'est 3 jours perdus de plaisir, d'entraînement, de même de performance. Consulter un professionnel qui est formé, tant qu'à faire à la clinique du coureur, comme ça je fais le tour du proprio, et s'écouter, puis franchement essayer de courir pour du plaisir. C'est ce que tout à l'heure je disais par rapport aux gens qui partent sur ultra. Plein de gens, je sais même plus pourquoi ils s'entraînent, et ça me fait mal au cœur qu'ils perdent l'objectif, qu'au départ on court. Dans un monde sédentaire comme aujourd'hui, courir, ça doit être du plaisir et non pas une contrainte. Donc vraiment, continuer à prendre du plaisir. Alors, on n'en a pas parlé de ces nouvelles chaussures avec mousse et plaques carbone. Quel Ouais. est ton regard en tant que kiné et en tant que formateur à la clinique du coureur? Est-ce que c'est un sujet qui fait débat ou est-ce que vous êtes unanime sur les bienfaits ou les méfaits de ces chaussures? Bon, il se peut qu'il y ait quelque chose. Il se peut qu'il y ait un petit quelque chose qui pourrait améliorer les performances chez certains types de coureurs. Il se peut que ça marche bien chez Kipchoge. Il se peut que ça marche bien sur des coureurs avec une foulée extrêmement dynamique, avec un pied très fort, chez des athlètes vraiment élites. À savoir que c'est des gens qui ont déjà une très très belle qualité de pied, beaucoup de dynamisme, et le fait d'avoir une lame carbone pourrait peut-être un tout petit peu chez ces gens-là faire que leurs pieds se fatigueraient un petit peu moins parce qu'ils sont très avant-pieds et peut-être leur faire gagner quelques précieuses secondes. Si ça avait été vraiment la révolution annoncée, comme ils l'ont dit, 4%, 5%, etc., Nike, comme on devrait dire, très franchement, le record du monde aurait été battu le jour même de la sortie de la chaussure. Or, il a fallu 2 ans entre la création de la Vaporfly 4%, la première, et la Next, j'ai perdu un peu, je t'avoue, la suite des chiffres qu'a sorti Nike. Le record aurait dû être battu dans la foulée, ça n'a pas été le cas, ça a été tout en progression, dopage ou non, on s'en fout, de l'avancée de ces coureurs-là. Les coureurs Adidas ont progressé aussi pendant ce laps de temps, peut-être pas de la même manière, mais ils ont quand même progressé aussi. Maintenant, c'est vrai qu'il y a quand même, l'année dernière, avant le confinement, entre novembre et février, il y a quand même un nombre de coureurs incroyables qui sont repassés sous les 30 au 10 bornes et sous les 29 au 10 bornes en France, et tous y courent en lame carbone. Maintenant, la grande question aussi, c'est que vu que tout le monde s'est dit qu'il fallait les mettre, est-ce qu'il n'y a pas un effet placebo là-dessous? Est-ce que le fait de savoir que si tu les mets, tu vas courir plus vite? Et est-ce que ces gars-là qui s'étaient remis au trail ne sont peut-être pas revenus sur route juste pour voir s'ils étaient capables d'eux, et en fait, ils auraient été capables sans les chaussures? C'est pas clair. Il y a quelque chose. En tout cas, moi, je ne mettrais pas 350 € dans une paire de chaussures pour gagner 10 secondes sur mon 10 bornes. Après, beaucoup de sportifs que j'ai interrogés et disaient que la fatigue était un petit peu retardée, c'est-à-dire qu'il y avait une économie de course peut-être un peu plus grande au niveau, Peut-être. au niveau de voilà. En fait, là, c'est pas très clair. Hein. Les 2 études qui parlent de ça sont des gars qui bossent pour Nike ou Gamer, ils bossent pour Nike, donc c'est quand même compliqué d'être 100% derrière un gars qui, même si c'est un très bon chercheur, hein, bosse pour la boîte qui lui a dit vas-y, dis-nous que c'est bien. Enfin, pourrait peut-être, ou en tout cas n'aurait pas accepté qu'ils disent que ça soit pas bien. C'est compliqué de dire merde à son patron. L'autre côté, pourquoi pas, mais d'un autre côté, moi, je serais quand même curieux de prendre les mêmes chaussures, de virer la lame carbone et le filer au même coureur et leur dire, vas-y, c'est la meilleure chaussure du monde, cours, tu vas avoir une meilleure économie d'énergie, tu vas avoir un meilleur rebond. Ce serait marrant de tester en aveugle, savoir si les gens sentiraient la même chose avec des chaussures sans savoir. Ça me fait un peu penser aussi au Power Balance, si tu te rappelles, le truc qu'on mettait au poignet, oui. ouais, le fameux bracelet avec un aimant, qui a été démonté par le CNES à Toulouse complètement parce que par le CNRS pardon à Toulouse, où en fait tu mettais le truc ou pas, ça changeait rien. Je sais pas, il y a peut-être un petit quelque chose, mais pas autant que ce que peut nous dire les médias et ce que a pu en dire le marketing. Peut-être, mais pas autant. Alors en moi, tout cas, ça vaut pas 350 €. Oui, moi j'ai pas assez de recul. Je viens de basculer sur une paire de Saucony Endorphin Speed dotée d'une mousse qui semble apporter un rebond et un côté un peu rocking chair. Je suis naturellement sur l'avant-pied, donc je vais voir si au fur et à mesure de mes entraînements, la fatigue, pas forcément les chronos. Mais c'est vachement bien d'avoir un petit peu de coussinage sous le pied, c'est confortable. Hein. C'est moi qui suis un ancien coureur en Five Fingers, je garde ça en randonnée, mais je retournerai plus sur des Five Fingers pour courir
en montagne ou sur du plat. Ça fait, moi, mes pieds sont plus adaptés. Il me faudrait beaucoup de temps et beaucoup de peine pour y arriver. Moi, j'aime bien quand il y a un petit peu de coussinou. J'aime bien courir avec la marque Altra, qui a un accueil du pied, on dirait des charentaises, là où c'est extrêmement agréable d'avoir un tout petit peu de coussinou sous le pied. C'est chouette quand même. Hein. Je retournerai pas au cheval. Hein. Je suis content de ma voiture. Hein. La technologie, ça n'a pas que du mauvais. Hein. Donc, je t'en dirai plus dans quelques semaines pour voir Avec grand si plaisir. c'est différentes chaussures. Je suis plutôt, moi, axé sur les Mizuno, mais là, les Saucony, sur les 2 séances que j'ai pu faire, m'offrent quand même pas mal de confort. Doucement sur les transitions. Ouais, doucement sur les transitions. Ouais. Alors, j'ai commencé prudemment par 2 fois 10 minutes, un échauffement. Parfait. Je suis les conseils. Mais à voir sur peut-être les semaines à venir, si le lendemain, moi je le vois surtout le lendemain, si des courbatures, si la fatigue liée justement aux efforts, notamment en fractionné, sont présents ou pas. Donc, à tester sur les futures semaines. Alors, moi, par contre, je suis pas en five finger, mais j'aime bien à cette période-là, tu vois, du printemps où les pelouses sont magnifiques. Une fois que j'ai fini ma séance de piste, finir pieds nus. Est-ce que tu valides? Alors, je vais faire mon pénible. Je vais te dire l'inverse. Dans l'idéal, ce qu'on conseille, et je suis pas le seul là-dessus, mais en tout cas, la clinique du coureur, ce qu'on conseille, c'est plutôt que de faire après ta séance courir pieds nus. Tu peux le faire aussi après, mais l'idéal serait plutôt de le faire avant. Pourquoi? Le rationnel là-dessous, c'est que si tu le fais avant, le fait d'enlever l'interface entre ton pied et le sol fait que tu vas te rapprocher d'une foulée naturelle, qui est ta foulée pieds nus, et que tous les bons comportements de modération d'impact, tous les changements induits par cette absence de chaussures sous le pied pourraient être transférés une fois que tu mettrais tes Saucony. C'est-à-dire que en gros, tu lis bien du bon français avant d'aller après apprendre à mal parler français. Tu vois ce que je veux dire? Un petit peu ce côté, voilà, t'apprends des bonnes choses, pieds nus, avant après peut-être de mettre des chaussures qui vont perturber un peu les informations qui remontent avec les petits capitons sous le pied et tout ce qui envoie comme information sous le pied. Mais après, c'est très très bien aussi. Dans tous les cas, il vaut mieux le faire après que pas du tout, dans tous les cas. Donc du pied nu, c'est très bien d'en intégrer. Après, attention sur les pelouses, de faire gaffe à ce qu'il n'y ait pas des cochonneries sous les pieds ou des bouts de verre ou autre qu'on ne voit pas dans l'herbe, qu'on voit beaucoup mieux sur du bitume. Le bitume est sale, mais le bitume, on voit s'il y a du verre et s'il y a des trucs dangereux pour les pieds. Et en termes de durée, tu conseilles combien à peu près? Parce que je fais 5 minutes. C'est vraiment très très court. Alors, si tu es déjà habitué à marcher pieds nus à la maison, en dehors ou autre, et que ton pied est habitué à du pied nu, 5 minutes, c'est très bien. Quelqu'un qui ne marche jamais pieds nus à la maison, il y en a un qui ne supporte pas le pied nu. On va peut-être conseiller 2 minutes pour commencer, parce qu'ils peuvent même sur l'herbe, avoir un petit côté abrasif dessous le pied, et puis ne pas sentir peut-être finalement qu'ils peuvent se blesser. Alors, ouais, sur 2 à 5 minutes, on risque quand même pas grand-chose. Mais dans un premier temps, pas plus de 5 minutes, à trottiner gentiment. Mais je peux difficilement à la maison dire à mes enfants de mettre leurs chaussons parce que je suis toujours pieds nus. Donc, contact avec le sol en permanence. Tes enfants, c'est une obligation qu'ils soient pieds nus le plus longtemps possible, peu importe l'âge qu'ils ont. On a beaucoup trop de chaussures sous le pied au quotidien. Alors moi, j'avais une dernière question, Xavier, sur la proprioception. Est-ce qu'on peut l'intégrer, ces exercices, justement, tu parlais d'un pied fort tout à l'heure. Quels exercices on peut faire pour rendre notre pied un peu plus fort et cette cheville un petit peu plus mobile, un petit peu plus solide? Alors, il y a des tonnes de vidéos qui circulent sur Internet que je trouve absolument géniales sur des routines d'échauffement de pied, des petits exercices de renforcement du pied. On a la chance, alors c'est un Français qui bosse en Suisse maintenant, qui fait des super publications sur le renforcement du pied. Mais déjà, tout simplement, ce que tu as dit tout à l'heure, de courir pieds nus pour un coureur, c'est à mon avis, un des exercices les plus faciles et efficaces pour renforcer le pied. Marcher pieds nus a montré une efficacité sur plusieurs semaines, au moins aussi efficace que de faire des exercices 20 minutes 3 fois par semaine à la maison. Donc, marcher pieds nus, c'est déjà le meilleur moyen possible. Après, on peut venir s'amuser, comme on peut faire chez le kiné, tu vois, tout ce qui est exercice de saut, de changement de direction, les fameux plateaux de Freeman où on travaille l'équilibre à moitié avec, comme on voit là, les trucs un petit peu de cirque ou autre. Tout ça, c'est très bien, mais à un moment donné, le coureur a besoin de courir et je pense que le meilleur moyen de travailler proprioception, c'est d'aller travailler quand on le peut du
du travail en sentier, avec des chaussures qui n'ont pas une grande, qui ont peut-être un petit peu moins de protection pour sentir ce qui se passe sous le pied et faire que les muscles travaillent en vraies conditions. Moi, les coureurs que j'ai la chance de suivre au cabinet ou en tant que coach, je les pousse quand même pas mal à courir au maximum en sentier, juste pour travailler un petit peu justement la cheville en situation réelle. Après, si j'ai le choix, j'irais quand même énormément travailler plus du renforcement global, gainage, renforcement des cuisses, mollets, tout ça. Et la proprioception viendra peut-être un petit peu derrière. Et je pense qu'un travail en sentier peut déjà être quelque chose d'extrêmement intéressant. Il est vrai que ces exercices, moi je les ai pratiqués, ayant été blessé à la cheville et au tendon d'Achille, on les fait bien souvent quand la blessure est là. On les oublie une fois que le mal est passé, je dirais. Donc c'est quelque chose, comme tu le disais tout à l'heure, du cadre de la routine à mettre en place et à pratiquer, on va dire, régulièrement. Et en fait, c'est un peu le souci, c'est-à-dire que le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que quelqu'un qui va faire sans arrêt du renforcement des mollets va éviter une tendinopathie d'Achille. On peut pas dire que l'endurance du mollet, le nombre de fois où tu es capable de monter sur la pointe des pieds, de redescendre et de remonter, est prédicteur ou pas d'avoir une tendinopathie, donc un problème de tendon au niveau du tendon d'Achille. On sait que quelqu'un qui est blessé, le fait de faire du renforcement va diminuer ses douleurs, améliorer sa fonction. On va dire, il va reprendre plus rapidement la course. Par contre, quelqu'un qui n'a rien, lui dire de faire du renforcement, aujourd'hui, on n'a pas de preuve que ça va prévenir le risque de blessure. Ça me rend malade parce que je pense que le renforcement musculaire est essentiel à toute pratique pour le coureur. Faire du renforcement musculaire, j'ai souvenir que Fabrice en avait parlé, il a raison quand il dit que non, ça ne fait pas prendre de volume musculaire, donc non, tu ne seras pas plus lourd, donc non, tu ne perdras pas en VO2. Au contraire, le renforcement montre même que quand il est fait de manière une fois par semaine, ou c'était 2 fois par semaine dans l'étude, qu'en fait, les gens avaient un meilleur temps de soutien, surtout dans les derniers kilomètres sur un 10 km. Les gens avaient moins de perte de vitesse. Donc, il est essentiel de faire du renfort, mais encore une fois, avec le plaisir de faire du renfort. Si faire du renfort doit être une cure et faire une impression de perte de temps, je pense que ça, il vaut mieux aller courir ou faire autre chose. Mais quand on n'est pas blessé, voilà, encore une fois, selon ce qu'on cherche, on peut faire du renfort, même il faut faire du renfort, mais toujours garder quand même à l'esprit, pour moi, toujours ce côté plaisir quand même. Je suis embêtant avec ça, mais... Ce sera une des phrases, un des mots qui ressortira de cet épisode. Je te remercie, Xavier, pour cet échange avec ta vision de kiné, de sportif et aujourd'hui de formateur. Sur quel réseau on peut te retrouver si les gens veulent venir te demander des conseils ou assister justement à ces conférences que tu donnes dans le cadre de la clinique du coureur? Alors moi, actuellement, sur mes réseaux, c'est plus trop bamboche. D'un point de vue développement personnel, j'ai suivi des conseils de pas mal de trucs en développement personnel. Je vais moins sur les réseaux sociaux, ça me rend beaucoup moins anxieux. Je suis sur Facebook, je suis sur Instagram et Strava. Strava, si on veut te piquer les coms, c'est sur Strava. On peut y aller. Ouais, exactement. Ouais, mais ça, je crois que j'ai plus rien là. Avec les 2 confinements, on finit de m'achever. Et LinkedIn également pour tout ce qui est prévention des troubles musculo-squelettiques. Donc, un grand merci pour cet échange. Merci à toi, Sébastien. Et puis, si les gens veulent justement continuer à courir, à pratiquer leur activité, le plaisir avant tout. Donc, Xavier, je te souhaite une bonne fin d'après-midi. Merci à toi, Sébastien. Merci. Une très bonne fin de journée à toi aussi. Et pour les auditeurs, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.